Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À travers champs, toujours en direct du Salon de l'Agriculture au Parc des Expositions de Versailles. Je suis en compagnie exceptionnellement aujourd'hui de Thomas Glavieux-Moreau. Thomas, bonjour. Bonjour Yanis Darras. Aujourd'hui, alors Thomas, deux régions qui sont à l'honneur au cours de ces 2 heures d'émission d'À travers champs, quelles sont-elles? Alors, il y aura deux régions effectivement que nous allons évoquer durant cette première heure. On ira tout d'abord en Bretagne, une région qui est connue et reconnue par ses saveurs. Et puis ensuite, on évoquera notre première région outre-mer, puisque nous irons du côté de la Réunion, deux régions donc voilà, connues pour leurs saveurs, que nous recevrons en plateau et que Thomas Kinkis, qui se baladera dans les allées, ira au plus près des producteurs pour nous faire découvrir. Et oui, Thomas qui va donc se balader à travers le salon pendant 2 heures et qui reviendra sur quelques pépites qu'il a dégotées, et il va même peut-être donner un peu de sa personne, Thomas, je crois. Oui. Alors, en toute fin d'émission, il ira même tester un jeu. Vous verrez tout ça, ce sera aux alentours de midi. Voilà, à 11 h avant ça, on a notre premier invité politique, c'est donc Marcel Campion, le fameux forain qui se présente aux élections municipales de Paris. On lui posera certaines questions, notamment sur son programme de campagne. Et puis à 11 h 30, ça sera donc Jérôme Gage, qui donc conseiller départemental de l'Essonne, qui reviendra lui aussi sur les élections municipales, mais également sur la FNSEA et le scandale qui secoue le syndicat depuis quelques jours. Voilà, tout ça, c'est tout de suite dans À travers champs. Et À travers champs, ça commence maintenant. Alors, commencer, Thomas, j'ai oublié quelques petits trucs. C'est où pouvons-nous nous retrouver sur les réseaux sociaux? Et on peut se retrouver sur tous les réseaux sociaux avec un seul hashtag, c'est le hashtag siècle vert. Voilà, et si vous êtes bien entendu dans le salon, vous pouvez nous rendre visite. Ce sera du côté du hall 4, en face le pavillon France. Voilà, on vous accueillera avec grand plaisir. On vous attend nombreux et on a un petit qui est avec nous. Bonjour Théo Grévin. Bonjour. Et juste avant donc de débuter cette émission, on commence par vous avec un rappel de ce qui s'est passé hier au Salon de l'Agriculture. Et alors, à ce qui paraît, il y a eu quelques petites visites. Pas mal de visites, pas de baisse de fréquentation hier, porte de Versailles, pour le 3e jour du Salon de l'Agriculture. Et avec la rentrée en région parisienne, beaucoup de groupes scolaires étaient présents. L'occasion pour un grand nombre d'enfants de découvrir cet événement à travers un parcours spécialement conçu pour eux. Béliers, vaches, lapins, pigeons et plus de 4000 animaux sont présents. Et des dixièmes d'animations sont organisées pour les enfants, ce qui a beaucoup plu. Oui. Et j'imagine que ça a aussi un peu plu au Premier ministre qui visitait le salon hier. Oui, et contrairement à la visite du chef de l'État samedi, la déambulation du Premier ministre, elle, n'a pas donné lieu à beaucoup d'agitation. Édouard Philippe a enchaîné les photos et les bouchées de viande, de fromage qui lui étaient offertes. Il a par ailleurs été interpellé par un agriculteur sur la PAC, la politique agricole commune, et a déclaré qu'il y avait encore des combats à mener, notamment sur les prix. Et la PAC qui est vraiment un sujet qui revient dans les allées du salon. C'est une visite calme et sans accroc donc pour le Premier ministre, qui s'est conclue par une visite au pavillon consacré aux Outre-mer, où il a goûté plusieurs rhums, cocktails et acras de morue, couronne de coquillages autour du cou. Oui, il s'est fait un peu plaisir, le Premier ministre. Et enfin, comme toujours, des producteurs ont reçu des récompenses hier dans différents concours organisés pendant le salon. Tout à fait, avec pour commencer 78 vins de Lyon médaillés au concours général agricole 2020. Organisé chaque année au Salon de l'Agriculture, il avait déjà permis à Lyon de remporter 28 médailles d'or l'année dernière. Cette année, c'est 24 médailles d'or, c'est déjà pas mal. Et parmi eux, 3 rouges, comme par exemple le domaine Verret. Et puis a été lancé hier au salon un autre concours, celui des agriculteurs d'avenir. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 avril. Et le but de ce concours et de cette mission par-dessus tout est d'accélérer l'innovation en faveur de modèles agricoles plus durables, respectueux des hommes et de l'environnement. Un beau projet donc, et ça permettra aussi à des agriculteurs de financer leurs projets, puisque 140 000 € seront versés aux lauréats du concours. Ah, c'est énorme quand même, ça peut donner un petit coup de main. Merci beaucoup Théo Grévin, on se retrouve demain à la même heure. Et Thomas, vous avez rejoint Ludmilla Clocher qui est en compagnie d'une petite chèvre aujourd'hui, Thomas, c'est ça? Effectivement, je suis avec Ludmilla Clocher qui est en compagnie de 2 agriculteurs et surtout d'une petite bête qui fait partie de la ferme, une chèvre naine. C'est juste somptueux comme petit animal. Oui, donc je vous présente Éric Blanchot, animateur animalier, et Jonathan Saya, qui est éducateur. Dans ses bras, on a un chevreau, c'est de la race de la chèvre naine. Elle s'appelle Caramel, et cet animal, contrairement à tous ceux présents dans le salon, n'est pas noté car elle fait partie de la ferme pédagogique. Pouvez-vous nous présenter Caramel ?
Alors Caramel, c'est donc une chèvre naine qui est âgée d'1 mois et demi, qui est née dans la ferme pédagogique du domaine de Wézy, qui se trouve à Mésidon-Canon, dans le Calvados, près de Lisieux. C'est un des 1200 animaux de la ferme et elle nous sert ici avant tout au salon de médiation et de lien avec les enfants pour faire passer le message qu'on a à faire passer sur la ferme pédagogique au salon. Et quel âge a Caramel? 1 mois et demi. À la taille adulte, elle pourra faire combien? Elle mesurera combien? Alors sa mère fait à peu près de 30-40 cm de haut. C'est vraiment une chèvre naine. Et qu'est-ce qu'une ferme pédagogique? Alors, une ferme pédagogique, c'est un endroit où on présente l'ensemble des animaux que l'on peut trouver dans une ferme, avec des panneaux pédagogiques, des messages, et c'est un endroit où les animaux sont présentés de façon éducative. L'objectif n'est pas simplement d'avoir un élevage pour produire, mais là, c'est un élevage pour montrer. Et vous l'avez dit, c'est à caractère éducatif et on sait très bien la relation entre les animaux et les enfants. Elle peut parfois faire peur, mais est-ce qu'avec un tout petit animal comme ça, ils sont ébahis, les enfants? Alors celle-là, elle fait peur à personne. Oui, non, voilà, c'est pour ça. On sait très bien que quand un enfant peut avoir un petit peu peur d'un animal, mais non, on ne peut pas avoir peur de... Non, il n'aura pas peur de ce genre d'animal, parce que ce genre d'animal, on le prend dans les bras. Voilà. Il va avoir peur d'un animal qu'on laisse au sol, d'un animal qui vient vers lui. Il va avoir peur d'un chien, d'un âne, mais pas de cet animal qu'on tient dans les bras. C'est pour ça qu'on en a plusieurs sur la ferme, parce que c'est pas, sur la ferme du salon, puisque c'est pas toujours Caramel qui est pris dans les bras, oui, elle en aurait marre. Mais on a toujours ce genre d'animal qui est la première approche. Et ensuite, une fois qu'ils ont approché ce genre d'animal, on va pouvoir leur faire approcher des plus gros moutons, qui sont tout aussi gentils, mais un peu plus impressionnants, des animaux avec des cornes, et ensuite des ânes, des vaches, différents animaux de la ferme. Bien sûr. Du coup, vous êtes à l'origine de cette idée de faire une ferme pédagogique au Salon de l'Agriculture. D'où vous êtes venue cette idée? Alors, j'ai participé, disons, à l'équipe qui a créé cette ferme. Cette ferme a été créée par le Sénéca, organisateur du salon, la FNSEA et les vétérinaires. Dans le salon, on parle beaucoup production animale. L'objectif était pour nous de regrouper tous les animaux de la ferme dans un seul endroit pour faire un espace enfant, parce que les enfants n'ont pas toujours l'énergie pour visiter tout le salon. Donc là, ils peuvent tout découvrir au même endroit, et un endroit où on va privilégier un message pour les enfants. Cette année, notamment, on parle avant tout du bien-être animal, dont ils entendent beaucoup parler, mais ne savent pas trop à quoi ça correspond. Alors nous, on ne parle pas du bien-être animal d'un point de vue philosophique. On parle simplement du fait que c'est la connaissance des besoins spécifiques et physiologiques de chaque espèce qui permet d'assurer le bien-être animal. Si on sait de quoi chaque animal a besoin, au point du logement, au point de vue alimentation, au point de vue confort de vie, là on peut commencer à parler bien-être animal. Bien sûr. Et juste pour terminer, elle est de 3 couleurs. Cette chèvre naine, c'est juste magnifique. Pourquoi ces 3 couleurs d'ailleurs? Alors ces 3 couleurs, tout simplement parce que ça fait partie de la race. Les chèvres naines qu'on a en chef d'agrément maintenant, à la base c'est la chèvre du Sénégal, qui est la chèvre naine, et qui a cette particularité d'avoir 3 couleurs. Et elle est très douce, je suppose. Oui, c'est pour ça que je fais. Très, très, très douce. C'est juste somptueux de l'avoir. Effectivement, on ne fait pas caresser que les enfants. On n'a pas mis de limite d'âge à la notion d'enfant, donc on fait aussi caresser des grands enfants. Bon, du coup, le chevreau est à retrouver dans le hall 4, à la ferme pédagogique, et vous pouvez même la caresser. Merci à vous 3, et voici Yanis, on vous rend la main. Merci beaucoup à vous deux. La petite Caramel, donc, on pourra retrouver dans le pavillon 4 exactement, entendu, voilà. Et qui est très très douce, la petite Caramel. Très douce, voilà. Donc si vous avez envie aussi de la caresser, bah, vous êtes les bienvenus puisqu'il n'y a pas de limite d'âge apparemment pour pouvoir découvrir cet animal. Bon, en attendant de retrouver Thomas Quinquis qui se balade pour l'instant dans les salons, dans les allées du salon de l'agriculture, on peut le dire déjà que la journée a bien commencé puisque le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, était déjà présent tôt ce matin sur le salon. Et puis on vient de voir, enfin j'ai vu pendant que Thomas vous étiez avec Ludmilla Clocher, Robin Reda, le député LR de l'Essonne, qui se balade lui aussi dans les allées du salon à la découverte des produits. Alors Thomas, forcément, il n'y a pas que des politiques au salon après. Non, non, bien entendu, on y retrouve toutes sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont donc certes politiques, il y a des personnes qui
qui viennent pour parfois promouvoir leur spectacle, et surtout des agriculteurs qui vous font goûter de nombreuses choses à travers tous les stands de ce salon. C'est un réel plaisir de se balader dans les allées de la porte de Versailles. Exactement Thomas, et je crois que Thomas Kinkis est prêt et lui aussi est sur le point de déguster. Thomas Kinkis, où êtes-vous exactement ? Oui Yanis, bonjour. Je suis dans le hall 3, le hall des régions, et je suis sous le pavillon breton. Je me trouve avec Thibaut Salmon. Bonjour Thibaut. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on peut manger de bon chez vous? C'est les caramels au beurre salé. On décline en 18 parfums différents. Et on fait aussi un peu de biscuits, donc des petites tuiles aux noisettes et caramels, tuiles aux amandes, queen amane, les classiques palais bretons et galettes bretonnes. D'accord, 18 variétés de caramel. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi faire autant de variétés différentes? Il fallait se diversifier de la concurrence. Donc, on avait commencé avec une dizaine de parfums. Et chaque année, en faisant des nouveautés, on est monté à 18 parfums maintenant. Et c'est quoi du coup le produit phare, les goûts un peu phares qui s'achètent bien? Le nature, c'est la top vente, mais en parfum, tout ce qui est spéculoos, ça marche très bien. Rhum, chocolat, vanille, noisette, c'est les tops. Est-ce que ça vous va si je goûte quelque chose? Qu'est-ce que vous avez pour moi? Le nature, ouais. Ah ouais. Bon, messieurs en plateau, vous n'avez pas la chance de profiter de ça, mais c'est vraiment très très bon. J'imagine Thomas. Bon, goûtez pour nous alors. Alors, qu'est-ce que vous en pensez exactement? Mais c'est très très bon. Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de caramel. Ça me rappelle un peu mon enfance. Qu'est-ce que vous avez d'autre en goût un petit peu qui change? Ah ouais, gingembre. On va goûter un petit caramel gingembre. Thomas, alors, je crois qu'on... un petit peu de caramel gingembre, voilà. messieurs. Alors ça, je pense que ça change un peu. Très exotique. Ah ouais, effectivement, on sent le côté un petit peu piquant du gingembre, mais c'est vraiment très très bon. Alors je vous conseille vraiment de venir sur ce stand. On est du coup Hall 3, Pavillon Breton. N'hésitez pas à venir voir Thibaut. C'est vraiment très très bon. Eh bien, merci beaucoup Thomas Kinkis. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes sur le salon. Et en attendant, on va parler forcément de la région Bretagne. Que serait la France sans la Bretagne? C'est un peu la question, Thomas. Et justement, c'est une région qui est particulièrement fière de ses produits. Et Mathilde, on va justement découvrir quelque chose de la culture bretonne qu'on ne connaît pas forcément. Puisque Mathilde, saviez-vous que la Bretagne était l'autre pays de la raclette? En tout cas, c'est l'une des particularités de cette région. Et du coup, c'est Mathilde qui va nous présenter cela. À plus de 1000 km des sommets alpins, la raclette fait tourner des têtes en Bretagne. Le célèbre Entremont, deuxième marque la plus vendue derrière Richemont, fabrique l'ensemble de son fromage à raclette à Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, depuis 1969. Donc, sans le savoir, beaucoup de personnes dévorent donc du fromage à raclette breton. Et comment est-il fabriqué du coup? Comment on peut le fabriquer loin des Alpes? Alors tout d'abord, le fromage à raclette breton est fabriqué avec du lait pasteurisé, contrairement à la raclette de Savoie élaborée au lait cru. Lorsque les camions citernes arrivent sur le site loudéacien, le lait est soumis à des tests de qualité. Dans sa phase de préparation, le lait est standardisé puis écrémé. Grâce à cette étape, le fromage peut être fabriqué toute l'année et garder la même recette. Une fois le lait préparé, la fabrication du fromage peut enfin s'opérer. Il faut cailler le lait, puis le couper en gros cubes et enfin le mouler. Mais avant de le déguster avec vos pommes de terre et votre jambon, le chemin est encore long. L'étape la plus importante arrive, c'est l'affinage. 8 semaines et pas une de moins. C'est le délai imposé par la charte nationale pour qu'un fromage à raclette puisse s'appeler comme tel. Et du coup, là, il est prêt, là, il est bon à déguster. Pas encore, un peu de patience Thomas. Après une dernière vérification visuelle, il est prêt à partir en camion, direction Glomel, où il sera coupé et emballé avant d'être dégusté par les consommateurs gourmands comme vous. Et les amateurs de raclette seront peut-être surpris, mais ne soyez pas déçus, parce que pour fabriquer de la raclette, il faut simplement du lait de vache, et ça, la Bretagne n'en manque pas. Je vous le confirme. Eh bien, en tout cas, maintenant, on saura que la prochaine fois qu'on mange une raclette, c'est peut-être du fromage breton. Merci beaucoup Mathilde Caron. Merci. Et Mathilde Couvillère-Flornoy est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et alors, on part en Bretagne et qu'est-ce qu'on va manger ce matin exactement? Eh bien, nous sommes avec Patrice Bayon, qui est artisan charcutier et qui nous a ramené de l'andouille de Vannes. C'est votre spécialité, l'andouille, mais qu'est-ce que c'est vraiment? L'andouille de Vannes, comme toute andouille, est fabriquée avec des chaudins de porc et des panses de porc, bien évidemment. La nôtre, la particularité, c'est qu'elle est montée entièrement à la main. Il n'y a pas de mécanisation.
On y prend très soin, on dégraisse énormément pour qu'on ait une qualité de produit assez exceptionnelle. On la fume d'abord et on la cuit, selon la tradition d'autrefois, au bouillon. Chose qui ne se fait plus beaucoup aujourd'hui avec les méthodes industrielles, quoi. Donc nous avons tenu à garder exceptionnellement cette charte de qualité dans la fabrication, quoi. Et ça plaît du beaucoup. sel de Guérande et du poivre, pardon. Et ça plaît beaucoup justement ce petit côté traditionnel? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, on peut voir qu'il y a plusieurs parties, il y a différents morceaux en fait dans l'andouille. C'est quoi exactement? Parce que je ne sais pas si on voit bien, mais il y a... Voilà, assez vous plus allez. gros, là. Alors, ce qui est beaucoup plus fin, vous êtes là sur du chaudin de porc. Et ce qui est un peu plus gros, c'est la panse de porc, un peu plus rose. C'est la panse de porc. Et l'enveloppe, c'est un gros de bœuf, quoi, hein, donc ce qu'on appelle une baudruche. Donc là, vous êtes 100% naturel, du poivre moulu maison et du gros sel, c'est tout. Aucun colorant, aucun additif, aucun allergène dans ce produit. Donc là, en fait, tout est fait à la main, comme vous avez dit. Mais justement, donc vous travaillez avec le local, c'est ça? Où est-ce qu'on trouve, où vous trouvez vos porcs, vos cochons pour faire l'andouille, justement? Pour faire l'andouille, hein, toute notre matière première est locale. De l'andouille, pardon. Toute notre matière première est locale, bien sûr, hein, donc chez nous, dans le Morbihan, hein, pratiquement. Un petit peu sur le Finistère, mais autrement, bien sûr, tout est local, quoi. Bon, on est plutôt en circuit court, en tout cas, pour ce Tout à fait. Et une petite question, que rapporte le fait de fumer cette andouille? Ça lui ramène du goût, c'est surtout qu'autrefois, pour conserver l'andouille, on les fumait dans les cheminées. Voilà. Dès qu'on a gardé cette méthode et ramené ce goût qui est un petit peu puissant, qui a un petit peu beaucoup de saveur. Oui, bien sûr, et ça fait partie de la recette ancestrale, quoi. Bah justement, je vous propose de goûter. Pour voir, Eh bien, on va goûter, Mathilde, avec grand plaisir. moi, j'ai une question. Quelle est la différence justement entre l'andouille de Guéméné, qu'on connaît aussi, et l'andouille de Vannes? Voilà, alors l'andouille de Guémené, c'est une andouille qui est fabriquée avec un chaudin qui est fermé. Et les gens qui la font ont la patience d'enfiler les chaudins les uns sur les autres. Okay. Donc c'est très très long à fabriquer. Après, les méthodes sont les mêmes, c'est fumé et cuit également au bouillon. Et nous, notre méthode à nous, c'est d'avoir un chaudin qui est ouvert, on le gratte à plat et on le monte à la ficelle, quoi. Donc c'est deux méthodes de fabrication différentes pour un résultat qui est à peu près pareil à la finale, quoi. Bon, alors on sent bien le goût fumé qui reste bien en bouche, justement. Thomas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, le goût fumé surtout qui frappe et qui ramène cette saveur dont vous nous parlez il y a une minute, c'est frappant. Voilà, c'est vraiment frappant. Et justement, donc vous avez un peu un respect des valeurs traditionnelles, du fait maison. Est-ce que vous avez un petit truc, une petite astuce, je ne sais pas, une petite recette de grand-mère que vous ajoutez dans votre andouille particulièrement? Non, je respecte juste ce que mon père m'a appris il y a bien des années en arrière. C'est avec lui que j'ai fait mes premières andouilles. Et donc non, le respect du goût, c'est tout. Et nos ancêtres savaient très bien faire les produits, je vois pas pourquoi on les changerait aujourd'hui. D'accord. Et avec quoi on mange Dernière l'andouille? question, Mathilde. Oui. Avec quoi on mange l'andouille? Alors, on peut manger l'andouille avec beaucoup de choses. Moi, j'ai appris chez mes parents et grands-parents, l'andouille, c'était souvent à l'apéro. Mais bon, l'apéro, c'est aussi bien breton, donc vous pouvez la faire en raclette, tartiflette, on peut la mettre partout. Chaude, poêlée, ou avec des patates aussi. La mettre en ragouille. Et nous, ce qu'on fait souvent, c'est l'andouflette. Donc c'est la copie de la tartiflette, mais avec de l'andouille. Déclinables sont donc 1000 façons. Voilà, donc en apéro, à la raclette, on retient que l'andouille, ça se mange tout le temps. Merci en tout cas à tous les deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon bah on commence plutôt bien, Thomas. On se met l'eau à la bouche et puis que Thomas Quinquis, lui, est toujours en direct du Salon de l'Agriculture. Il se continue de se balader. On va le voir un petit peu partout dans quelques instants. En tout cas, ce qui compte, c'est que si vous venez sur le Hall 3, notamment, vous pouvez manger à peu près tout ce qui se fait de meilleur dans notre pays. Et ça, je pense que c'est quand même plutôt important. Le Salon de l'Agriculture, ce n'est pas que des animaux, c'est aussi la nourriture, Thomas. Bien entendu, goûter tout ce qui existe dans notre fameux hexagone, entre toutes les régions. Il y a des départements partout, vous pouvez aller goûter les différentes spécialités. C'est juste génial de se balader dans ce Hall 3. Hall 3 d'ailleurs dans lequel est Thomas Quinquis actuellement, je crois. Oui, exactement, qui est en direct du Hall 3, en direct de la région Bretagne et qui va goûter probablement une autre spécialité bretonne. Je pense notamment peut-être à une crêpe ou une galette. Voilà, la Bretagne qui d'ailleurs est en force cette année au Hall 3 puisqu'elle est assez bien représentée. Et on me dit dans l'oreillette que Thomas Quinquis est enfin prêt. Thomas, vous êtes toujours dans le Hall 3 en région Bretagne et où vous êtes-vous arrêté cette fois-ci? Oui, effectivement Yanis, donc toujours dans le Hall 3. Merci beaucoup. Je me suis fait un petit plaisir parce que qui dit Bretagne dit forcément crêpes.
Et alors là, je suis avec Pierre, gérant de la crêperie de Sainte-Côme. Et alors Pierre, il a une particularité. Regardez-moi cet habit. Regardez-moi cette tenue. Pierre, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer la tenue, à quoi elle correspond? C'est la tenue du Porzay, donc de Plomodierne exactement, qui est ma tenue de mariage en l'occurrence. Magnifique costume. Vous êtes marié dans cette tenue-là? Votre femme, elle avait quand même un voile blanc ou elle avait une tenue un peu pareille? Non, elle avait la tenue bretonne, la même tenue avec des broderies en fil doré. Un vrai mariage traditionnel, Thomas. Ah oui, un vrai mariage traditionnel. Et alors Pierre, dites-moi, depuis combien de temps vous tenez cette crêperie? La crêperie existe, créée par ma mère en 1974. Et moi, je l'ai repris en 1998. Ah d'accord, donc vous êtes sacrée expérience dans la crêpe quand même. Oh, ça commence à faire un peu, oui. Bon alors dites-moi, qu'est-ce qu'on peut mettre de bon dans ces crêpes? C'est quoi la meilleure combinaison? Sur le salon, on va parler de la tome, de la saucisse, de la tome de Ruisse qui est fabriquée en Bretagne dans le Morbihan, de la saucisse à Châteaulin dans le Finistère. Donc c'est vraiment des produits qui vont très bien ensemble. On pourrait rajouter des oignons. Et si on veut faire quelque chose d'un peu plus sucré, qu'est-ce qu'on mettrait? Du caramel. On était au stand caramel juste avant. Dites-moi qu'on peut mettre du caramel dans cette crêpe. Évidemment qu'on peut mettre du caramel breton au beurre salé. C'est vraiment ce qu'il y a probablement de mieux. Après, il y a aussi la beurre sucre qui est vraiment la crêpe de base. Où on peut vraiment sentir vraiment le goût de la crêpe. Est-ce que je peux vous prendre un petit bout? Qu'est-ce que vous me faites alors? Allez-y Thomas, mangez un petit peu. Prenez des monsieur, forces. alors là, Prenez je des vais forces. vraiment me régaler. Qu'est-ce qu'on a dessus là, Pierre? Là, c'est de la tome de Ruisse, justement. Avec un petit peu de saucisse. Alors là, messieurs, je pense que je ne mange plus du salon. Après cette crêpe, je vais me remettre au sport. Parce que là, il y a pas mal de calories, on va pas se mentir. Ah oui, là en fait, c'est déjà votre repas du midi, hein, très clairement. Ah oui, Yanis, ah bah là, c'est parti. Moi, je mange à... Il est quelle heure? 10h30, je mange à 10h30. Ensuite, je m'arrête plus, je pense que je vais me coucher derrière. Alors, est-ce que Pierre, il y a quelque chose d'important dans la façon dont vous pliez la crêpe? Thomas, non, rapidement, ici, dernière question. question. Parce qu'on les met dans des petites boîtes particulières, donc on va les plier un peu différemment de ce qu'on peut faire habituellement d'ailleurs en Bretagne. On va les plier en carré ou en rectangle. Là, on va les plier beaucoup plus petites parce qu'on les met dans des petites boîtes. D'accord. Voilà, Est-ce que je peux vous goûter un petit morceau maintenant? Écoutez Thomas, on va vous laisser savourer votre galette. En attendant, où est-ce qu'on peut retrouver toute cette galette, voilà, tout ce que vous allez manger? Et bah du coup on est Hall 3 sous pavillon Bretagne, c'est la crêperie de Sainte-Côme. Très bien, merci beaucoup Thomas Quinquis, on se retrouve tout à l'heure. Thomas Quinquis qui est donc accompagné de Thomas Lavigne, voilà. Ce sont nos explorateurs d'aujourd'hui, le duo de Thomas. Les vadrouilleurs. Voilà, les vadrouilleurs. Et puis Angèle Louis aussi a été un peu vadrouillé hier après-midi. Louis, pardon, a été vadrouillé un petit peu après-midi. Qu'est-ce que vous nous ramenez de beau exactement, Angèle? Eh bien, je suis avec Jeannot. On a ramené ici des produits d'une cidrerie qui se vendent très bien au salon. Pourtant, ils ne font pas partie d'un stand unique. Il faut nous expliquer comment ça se fait. Collez bien le micro à votre menton, monsieur. Voilà, nous ne sommes pas producteurs. Je suis un professionnel de la vente sur salon. Et sur ce stand, on regroupe 3 maisons en fait, bretonnes qui nous ont confié la gestion de leur stand. En fait. Donc là, il y a la brasserie Coref. D'accord. Il y a le moulin de Roncin. Et donc le cidre sort. Et il remonte à quand ce partenariat avec cette maison-là voilà. Nous achetions du cidre pour d'autres salons à monsieur Chaperon. Et bon, on lui a proposé de venir au salon de l'agriculture en 98. Et cette longévité, 22 ans, elle tient à quoi? C'est quoi son secret? Une longue amitié avec eux et puis à la qualité des produits essentiellement. Donc un succès qui tient bien sûr aussi à la qualité et au goût de ces cidres. On va les passer en revue. Le premier, le doux. Il faut nous expliquer comment on fabrique du cidre. Disons que pour fabriquer du cidre, on prend des pommes à cidre bretonnes que l'on écrase. Alors il y a tout le processus de lavage, tout ça que je vous passe. Et ensuite, le jus est mis en chambre froide. Et là commence une fermentation. Et ensuite, on a vu comment fabriquer du doux, le brut. Lui, c'est quoi sa différence avec le doux et le brut sont fabriqués de la même façon. C'est la longueur de fermentation qui diffère en fait.
Et on arrive sur des procédés d'alcool qui sont complètement différents, des taux d'alcool. La différence, elle est Voilà. combien? Disons que le doux, on le fait fermenter à plus basse température et on arrête avant. D'accord. Donc il reste du sucre en excès. Hein. Et ça joue sur le taux d'alcool ça- qui est de 2,5 pour du doux Voilà, et voilà. pour le brut 4,5 environ. donc beaucoup plus élevé. Cette différence-là, on la retrouve aussi dans les plats qui accompagnent. Si vous devez nous conseiller pour accompagner une de ces bouteilles, choisirez quoi? Ben, disons que le cidre doux s'accommoderait mieux avec des crêpes sucrées ou avec des confitures. Quant au brut, il faut le réserver aux galettes, aux produits salés. Mais bon, c'est indépendant, on peut boire l'un et l'autre sur ce que l'on souhaite. Et cette maison-là, il faut savoir qu'il y a 3 générations qui sont succédées. On va arriver sur ces gammes-là développées par la dernière, Michael et Aurélie, je crois. On connaît, c'est le rosé, mais pas le cidre rosé. Voilà, le cidre rosé est très à la mode en ce moment parce qu'on peut en faire des apéritifs parce qu'il n'est pas très alcoolisé, il fait que 3 degrés. Hein, et il est fait à partir de pommes rouges. En fait, l'extérieur et l'intérieur est rouge. Ce qui donne cette couleur, c'est pas un additif. Et au niveau du goût, vous qu'est-ce que au ça niveau vous fait? du goût, ça donne un petit goût framboisé qui est très agréable. Et on va rester dans les créations originales, juste le cidre de châtaigne, c'est pour le coup Alors pas le cidre commun. de châtaigne, c'est un cidre brut en fait, auquel on rajoute un extrait de châtaigne qui lui confère un petit goût particulier. Ça a du succès cette bouteille? Comment? Elle a du succès cette bouteille? Ben, surtout par curiosité, parce que les gens se demandent quel goût ça peut avoir un cidre à la châtaigne en fait. Et donc du coup, pour revenir sur ce cidre rosé, est-ce qu'il est comme le vin, il se consomme plus en été qu'en hiver ou c'est à consommer dans toutes les saisons? Non, on peut le consommer dans toutes les saisons. Hein. D'accord. C'est la magie du cidre d'ailleurs. Ces cidres-là, ils ont beaucoup de succès, mais il y en a un, je crois, qui défie toute concurrence, un cidre de l'excellence, un cidre bio, Voilà. qui a remporté une médaille, je crois, même Voilà. 2. 2 médailles l'année dernière, une médaille d'or et une médaille d'argent pour le brut et le doux. En Et ce fait. cidre-là, on parle d'un cidre bio. Et d'ailleurs, on en a pris conscience cette année au salon, l'écologie est très présente. Comment on peut rendre un cidre responsable? Ben déjà, la façon de le commercialiser, on ne commercialise que des bouteilles en verre. Hein. Et ensuite, les déchets qui restent après pressage sont distribués à des agriculteurs qui le distribuent à leurs animaux. Donc il n'y a pas de perte quoi, en fait. Une revalorisation du coût des déchets, une implantation locale, c'est le succès d'une réussite. Dans le fond. Voilà. Ça se vend très bien. Ah, ça se vend très bien, oui. C'est de plus en plus à la mode parce que c'est des produits qui sont très goûteux et pas très alcoolisés, ce qui permet de... Et ils sont à la vente ici sur le salon? On peut les retrouver sur le stand, À quel effectivement, prix, dans la région Bretagne. Hall Le 3, cidre sort. on donne rendez-vous pour tester tous ces produits que vous affectionnez particulièrement. Il y en a un qui est votre préféré? Pardon? Il y en a un, votre préféré? Ah, moi, il y en a un qui n'est pas présenté au salon, qui est assez intéressant. C'est un cidre qui est passé dans un fût d'Armagnac. D'accord. Quelque temps, ça lui confère un petit goût particulier. Son nom pour Ça les relève curieux. le goût un peu. Son nom pour les curieux. Ah, c'est du lequel? cidre traditionnel. Voilà. Et vous le vendez Il est en sur circuit. les- Eh bien, merci en tout cas, Angèle Louis, de nous avoir ramené tout ça. Merci, Et Jeannot. puis, voilà. Maintenant, on connaît un peu plus l'histoire du cidre breton. Merci à tous les deux. Ben, je vous remercie. Et Thomas Quinquis, vous m'avez quitté une nouvelle fois pour retrouver Axel Savoie. Et non, c'est Thomas Glavieux-Moreau, mais oui, je vous ai quitté pour retrouver Axel Savoie, qui est très bien accompagné, Excusez-moi, puisqu'il Thomas. est en compagnie de Carla Delépée, chargée du premier FarmBot. Oui, avec Carla Delépée, nous allons vous présenter le robot potager FarmBot qu'on va voir à l'image. Alors Carla, pouvez-vous nous expliquer un peu l'architecture de ce robot? Parce qu'il ressemble un peu à une imprimante 3D. Oui, donc en effet, c'est un robot potager qui ressemble à une imprimante 3D qui fonctionne selon 3 axes, axe X, Y et Z, et qui va vraiment se déplacer selon les 3 axes pour planter, semer, arroser, désherber et tester l'hygrométrie du sol avec la même précision qu'une imprimante 3D. Avec quelle source d'énergie fonctionne-t-il? Alors, il fonctionne avec l'électricité et avec l'eau pour pouvoir arroser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets pour le rendre autonome avec des récupérateurs d'eau, avec des panneaux photovoltaïques ou même des éoliennes. Ce robot, il est autonome ou il sera dirigé à distance? Oui, alors en effet, on peut le piloter via une interface numérique
Cette interface numérique permet de le piloter à distance. Donc si on programme nos séquences à l'avance, il peut fonctionner de manière autonome. En quoi c'est une innovation? Parce que l'homme aussi peut planter, arroser, désherber. Alors quel est l'intérêt que ce soit le robot qui le fasse? Alors aujourd'hui, le FarmBot est un prototype en open source. Donc aujourd'hui, il est facilement modifiable. Il permet de tester différents usages et on peut le modifier, on peut créer de nouveaux outils en les imprimant en 3D. Donc aujourd'hui, c'est surtout l'usage pédagogique qu'on en fait qui est vraiment une innovation. Et juste, en fait, c'est un vrai ouvrier supplémentaire pour l'agriculteur. Comment jugez-vous d'ailleurs cette évolution avec de nombreux prototypes, comme vous l'avez dit, qui arrivent sur les exploitations? Aujourd'hui, le FarmBot n'arrive pas encore sur les exploitations. Il est seulement un outil pédagogique, soit utilisé dans les potagers de particuliers, soit utilisé dans des lycées, des établissements, pour introduire à la robotique, au numérique, dans l'agriculture de précision. Mais est-ce qu'on peut aussi envisager de le voir dans les mains de professionnels ou dans les mains de particuliers qui souhaitent, par exemple, faire de l'agriculture urbaine? Alors oui, en effet, le FarmBot est un robot potager américain créé par des Californiens. Aujourd'hui, il y a des particuliers qui l'ont dans leur potager aux États-Unis. Aujourd'hui, je ne sais pas si en France, il existe chez des particuliers, mais aujourd'hui, le FarmBot n'est pas déployé à grande échelle chez les maraîchers. Enfin, vous travaillez en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Normandie. Pourquoi la région Normandie utilise FarmBot ? Alors, je suis chargée de projet à la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, en partenariat avec le Dôme. C'est un projet pédagogique porté pour acculturer les jeunes en formation agricole à la robotique, au numérique, à l'open source, pour sensibiliser les jeunes en formation d'autres filières à l'agriculture de précision, pour ouvrir aussi, pour susciter des vocations vers les métiers agricoles. Mais c'est aussi pour dialoguer avec le grand public sur l'agriculture connectée et pour faire des expérimentations autour du FarmBot. Voilà. Merci beaucoup, Carla Delépée. Donc un robot, Yanis, vous l'avez compris, qui est retrouvable aux États-Unis, en France. Voilà, un FarmBot révolutionnaire. Voilà, comme quoi la technologie, ça change tout parfois. Thomas Glavieux-Moreau, on se retrouve maintenant pour partir à l'autre bout du monde, puisque nous partons cette fois-ci pour la première fois depuis le début de l'année, enfin depuis le début du salon plutôt, à La Réunion. Et oui, puisque Mathilde, d'ailleurs, c'est une zone que vous connaissez plutôt bien, hein, une île paradisiaque et sur laquelle vous avez vécu. Et Thomas, Mathilde va nous faire découvrir quelques zones assez incroyables, il me semble. Bien entendu, puisque l'île de La Réunion est réputée, Mathilde, pour ses plages, ses lagons, ses récifs de corail, mais pas que. L'île regorge également en réalité de récifs montagneux plus impressionnants les uns que les autres, notamment grâce à ces 3 cirques, Sillaos, Mafaté et Salazie, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sillaos d'abord est localisé sur les hauts de Saint-Louis, au pied du fameux Piton des Neiges, territoire préservé du parc national de la Réunion. Même s'il est accessible en voiture, le cirque de Sillaos se mérite, car il faudra affronter la fameuse route qui comporte pas moins de 400 virages. Mais ce qui impressionne surtout, ce sont les remparts de plus de 1000 mètres de haut qui entourent ces 5500 habitants. Et le cirque de Mafaté, cette fois-ci, est lui peut-être le plus atypique des 3. À cheval sur les territoires des communes de Saint-Paul et de la Possession, Mafat ne compte que quelques centaines d'habitants. Sa formation, comme celle des 2 autres cirques, est attribuable à des réserves, à des phénomènes gravitaires. Les avalanches de débris, des déstabilisations subites et massives des flancs d'un volcan ont joué un rôle important dans le creusement des cirques. Ces sentiers chaotiques en font d'ailleurs l'une des plus importantes particularités du cirque. Vous pouvez découvrir Mafat seulement grâce à vos petites jambes ou bien par hélicoptère, puisqu'aucune route ne le dessert ou est praticable en tout cas. Et c'est la différence entre Mafati et Salazie, puisque Salazie est lui accessible aux voitures. Oui, mais par une seule route, faut pas trop en demander. Le cirque, lui aussi inscrit dans son intégralité au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre un paysage somptueux aux touristes. Vous pouvez notamment y découvrir le voile de la Mariée, l'une des plus belles cascades de l'île de la Réunion. Salazie compte également plusieurs villages, dont Elbourg, qui détient depuis 1998 le label de plus beau village de France. Avec un peu plus de 7000 habitants, Salazie est le plus peuplé des 3 cirques.
ça donne juste envie d'aller découvrir, d'aller visiter, d'aller explorer. On avait déjà envie d'aller à La bien Réunion sûr. pour les produits et les plages. Et bien maintenant, on visitera en même temps les montagnes. Merci beaucoup, Mathilde Caron. Merci. Et c'est une autre Mathilde qu'on retrouve, Mathilde Couvillère-Flornois. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Et vous nous emmenez, vous aussi, à La Réunion cette fois-ci, puisque vous êtes accompagné d'Emmanuel Guichard. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors exactement Mathilde, qu'est-ce qu'on a devant nous là? Eh bien, Emmanuelle Guichard est productrice de thé blanc et de géranium bio. Et donc là, elle nous a rapporté une boisson un peu spéciale, c'est-à-dire qu'elle fait des sirops de thé. Tout à fait. Donc, au-delà de la boisson du thé qu'on consomme normalement, c'est vrai qu'on a voulu décliner un peu tous nos produits, que ce soit le géranium ou le thé. Et on a voulu essayer, bien sûr, le thé blanc, qui se consomme très facilement par tout le monde. Et justement, comment on obtient ces sirops? Alors, ce sirop, il se boit naturellement avec de l'eau fraîche, donc classique. On peut aussi le décliner avec le kir. Il passe très, très bien. On peut le mettre sur de la glace en coulis, ou bien pour parfumer les crêpes, ou bien encore pour déglacer des poissons ou des viandes. Oui, donc en fait, on peut l'utiliser vraiment pour beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des bienfaits pour la santé? Je vois qu'il y a le sirop des 3 plantes. Alors les 3 plantes, ce sont le géranium, la cannelle et la citronnelle. Alors ce sont des sirops qu'on fait pour le côté gustatif, mais c'est vrai qu'ils nous aident pas mal. Le 3 plantes, par exemple, sera beaucoup apprécié pour les petits maux de l'hiver, quand on a mal à la gorge et quand on tousse. Donc c'est pas mal, ça aide un peu. Alors que le géranium, le sirop de géranium tout seul, par exemple, lui, sera très bien pour accompagner les tisanes, toujours pour l'hiver. Je vous propose de goûter parce que c'est vraiment Eh bien, très bon. c'est avec grand plaisir qu'on va goûter. Donc là, c'est bien le thé blanc, le sirop de thé blanc. Voilà, c'est le sirop de thé blanc. Donc à savoir que pour l'instant, c'est le seul thé de France commercialisé donc à La Réunion et en France tout court. Qu'est-ce que c'est doux. Je trouve ça très doux en bouche et quand ça passe, vraiment. Et ça laisse un bon arrière-goût quand même, on le sent bien. Enfin, moi, je le sens bien encore, Thomas. De fraîcheur. Voilà, exactement, un le thé. arrière-goût de fraîcheur, ce qui montre, voilà, on garde vraiment que le thé, on enlève l'eau chaude, on enlève tout, et c'est vraiment, on sent que c'est pur, que c'est frais, qu'il y a un goût de thé blanc qui est très intense. C'est un produit qui va plaire surtout aux enfants. Donc quand chez nous, on les reçoit sur notre exploitation, on va servir un thé chaud aux parents et les enfants vont beaucoup apprécier le sirop de thé. Et est-ce que justement, petite question, est-ce que ça peut amener les enfants à goûter après le thé? Est-ce que c'est une première étape, vers le thé? Ouais. Nous, les enfants sont très demandeurs chez nous pour le sirop. Après, on a d'autres produits déclinés comme les sablés, etc. Mais c'est pour montrer que le thé, voilà, c'est pas seulement le côté chaud, assis dans un coin. Ça peut être aussi très classe, très bien et super fun avec les enfants. Et donc vous, votre exploitation est bio. Vous pouvez nous expliquer tout ça parce que c'est... Bien sûr. Alors en fait, l'exploitation qu'on a, c'est des anciennes plantations de thé qui datent des années 50, puisqu'il y a eu un essai au début des années 50 sur La Réunion, un petit peu partout sur l'île. Et il faut savoir que le village de Grand Coude, donc là où je suis, et le village de la Plaine des Palmistes avaient été retenus comme les deux endroits phares pour produire le thé. Malheureusement, en 72, la production s'est arrêtée, même si c'était l'époque où le thé de La Réunion a été reconnu comme l'un des 3 meilleurs. Mais donc ça a été abandonné, le thé a été déclassé en friche. Et en fait, nous, en 2005, suite au chômage de mon mari, on a voulu remettre en place un circuit de visite et remettre au goût du jour le thé de France, de La Réunion. Et puis, ça permet de visiter, goûter et voir le thé de l'arbre à la tasse surtout. Et donc, votre thé, vous le ramassez à la main? Comment ça se passe? La cueillette est à la main, le séchage, que ce soit le triage à la fin, etc. Tout se fait à la main. Thomas, dernière question. Voilà, exactement. Je me suis permis de le finir, c'est tellement bon. Bien sûr. Et on peut regarder au fond du verre, il reste un petit résidu de sirop donc. Et quand on boit un sirop qu'on trouve en grande surface, on sent vraiment un goût très très sucré. Alors que là, on ne ressent vraiment pas le sucre dans le sirop pur, qui est juste une pure merveille. On sent vraiment le thé. Exactement. Seulement le thé. Ouais, c'est très doux, ouais. Eh bien écoutez, où on peut retrouver Emmanuel Guichard, Mathilde, sur le salon? Hall 5. Oui. Eh bien voilà, rendez-vous prêt en tout cas si vous avez envie, vous aussi, de découvrir ce produit. Merci à tous les deux. Merci.
Et c'est vrai Thomas que depuis le début du salon, on parle beaucoup du hall 3, mais il y a aussi le hall 5.1 et 5.2. Exactement, on va commencer à partir un petit peu, sentir, goûter les saveurs des Outre-mer et on a hâte de voir tout ça. On sait les épices dont regorgent ces territoires. Voilà, et je pense que Thomas Kinkis va se régaler dans un instant. Et oui, j'espère pour lui, parce que la France sans les dom-toms, ce n'est rien. On a plein de produits à découvrir de là-bas, de nos îles. On espère en tout cas qu'il va apprécier, puisqu'il pourra et manger et boire. Bref, en fait, il y a beaucoup de diversité. Et je crois même que je rajouterai une petite, il va pouvoir manger, boire et même sentir des choses, puisque je crois qu'il y a un petit peu d'huiles essentielles qui vont arriver dans très très peu de temps. Décidément, les produits cosmétiques, ça marche plutôt bien en ce moment sur le salon, puisqu'hier, on avait déjà de la bave d'escargot oui, c'est vrai que Thomas, vous avez fait le test. Oui, c'était sur mes mains. On retrouve pas que de l'alimentation, et également il y a énormément de produits à tester en termes de cosmétiques, que ce soit des crèmes, des gels, de la bave d'escargot, même en extrait. Voilà, vous pouvez tester tout ce dont regorge le territoire français, et ça fait plaisir d'avoir un petit peu une accumulation de cela dans un endroit à la porte de Versailles, dans les différents halls dont regorge ce salon de l'agriculture. Exactement. Et oui, bon, en tout cas, Thomas Kinkis, lui, il va s'essayer aux huiles essentielles. Thomas Kinkis, alors qu'est-ce que ça donne exactement ces nouvelles huiles essentielles? Oui, messieurs, exactement. Alors, j'ai quitté ma Bretagne, pas natale, mais j'ai quitté la Bretagne, pris l'avion, voyagé jusque dans l'océan Indien. Je me retrouve à La Réunion avec Anne-Gaëlle. On est sous le stand des saveurs du Petit Alambic. Et regardez-moi ce stand, messieurs. Anne-Gaëlle fait des huiles essentielles. Alors, Anne-Gaëlle, dites-moi, quelle est la base de l'huile essentielle? Quelle plante vous utilisez? Ouais, j'écoute. Alors, la base de l'huile essentielle du géranium rosa. Voilà, c'est à l'île de la Réunion. Donc, c'est une plante en voie de disparition et c'est la seule plante vraiment qui reste de l'île de la Réunion. Il y a ça et le vétiver, mais moi, je suis dans le géranium rosa. D'accord, très bien. Et alors, je vois la machine là, juste à côté de vous. J'imagine que c'est pour distiller. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne en fait? Alors, c'est l'alambic. Donc, ça s'appelle l'alambic. Donc, on a la marmite, on dit ça en créole, mais c'est l'alambic. Donc là, il y a la matière verte qui va venir là-dedans. On ressort avec le col de cygne qui va arriver dans le réfrigérant. Il y a un serpentin. Là-dedans, il y a de l'eau froide. Et on ressort avec ce vase florentin. Donc, ça s'appelle un séparateur d'eau et d'huile. L'huile est plus légère que l'eau. Elle va remonter. Et ce qui ressort en devant, voilà, c'est l'hydrolat, la petite eau florale du géranium rosa. D'accord, c'est très intéressant. Et alors, du coup, après tout ça, on arrive à cette gamme de produits. Là, je vois que vous avez du vinaigre. Ça se mange du coup, c'est comment on fait? On met dans une salade? Alors, le vinaigre du géranium rosa, ça s'utilise comme le vinaigre basique. Quand vous faites votre vinaigrette, vous la mettez dans votre salade et ça donne un goût, voilà, excellent, hors du commun parce qu'on ne trouve pas le géranium rosa. D'accord, je peux me permettre de goûter? Alors, messieurs, j'ai du coup la vinaigrette dans le petit pot à ma droite. Là, j'ai de l'ananas. Ah ouais, Victor de la Réunion. Alors, je trempe dedans, c'est ça? Légèrement, ok. Allez, c'est parti. Alors, effectivement. Alors, Thomas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très très doux et c'est vraiment délicieux. C'est vrai qu'en vinaigrette, ça doit être vraiment très 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 bon. Après, tu vois, vous avez un peu d'huiles essentielles par ici. Elles servent à quoi? L'huile essentielle servent à... Déjà, c'est un fixateur à parfum. Donc, dans Chanel et Dior, on utilise notre géranium pour fixer le parfum. Et ensuite, c'est bon aussi pour anti-moustique. Dans les diffuseurs, on utilise beaucoup à La Réunion. Est-ce que je peux... Ah oui, un petit peu... Ah oui, ça sent fort, effectivement. Là, ça sent fort parce que c'est l'extrait, c'est du pur. Mais transformé après, tu as vu, dans le vinaigre à manger, c'est doux, ça n'a rien à voir. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce voyage, Anne-Gaëlle. C'était vraiment très très intéressant. Voilà, messieurs, si vous voulez retrouver le stand de Anne-Gaëlle, c'est dans le pavillon 5.1, sous le stand Les Saveurs du Petit Alambic. Voilà, merci beaucoup Thomas Kinkis, le pavillon donc 5.1 pour découvrir ces nouvelles huiles essentielles.
Thomas Quinquis qui est donc en vadrouille avec Thomas Lavigne, notre duo de Thomas qu'on retrouve toujours. Voilà. Bien entendu. Et on a bien évidemment qu'un seul Thomas en plateau puisque c'est vous, Thomas Glavieux-Moreau. Et on est encore avec la Réunion puisque cette fois-ci quelqu'un d'autre nous a rejoint, notamment Ludmilla Clocher. Bonjour Ludmilla. Alors qu'est-ce que vous nous avez amené cette fois-ci? Aujourd'hui je suis venue avec Virginie Payette qui nous a ramené du rougail saucisse, plat typique de la Réunion. Donc comment est-ce qu'on prépare un rougail saucisse? Alors, il faut faire revenir dans de l'huile des oignons, de l'ail, des tomates. Après, préalablement, couper les saucisses en rondelles qu'on fait mijoter avec du sel et du poivre. Et donc voilà, c'est le rougail saucisse réunionnais. C'est un plat qui est réputé pour être épicé. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Pour le rougail tomate, généralement, c'est oignon, ail, tomate, sel, poivre. Mais après, la base de la cuisine réunionnaise pour les autres caries, ça va être oignon, ail, thym, curcuma, tomate, sel, poivre. Combien de temps ça prend à cuisiner? À cuisiner, on va dire, dans les 30 minutes. 30-40 minutes. Et puis là, on a utilisé des saucisses fraîches, mais à La Réunion, ça peut être aussi fait avec des saucisses fumées. Personnellement, moi, je préfère les saucisses fumées. Et alors, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on doit manger ça forcément qu'avec du riz? Est-ce qu'on peut varier avec des patates, même des pâtes? On veut qu'on est en France, vous savez, les pâtes, c'est miraculeux, ça nous sauve la vie parfois. Alors, si vous êtes un vrai Réunionnais, ça va être avec du riz. Mais après, c'est selon vos goûts personnels. Vous voulez manger avec des pâtes, du pain ou des patates, ça peut passer aussi. Mais un vrai Réunionnais va vous dire le rougail saucisse, ça se mange avec du riz. Et le rougail saucisse, justement, ça se mange à quelle occasion? Tous les jours, quand on a envie. C'est pas un plat typique pour les fêtes ou les grandes occasions. Ça peut être tous les jours. Vous voulez goûter peut-être? Bien entendu. Ah, avec grand plaisir. Alors, juste pour continuer, moi, ce qui me fait grandement plaisir dans ces plats-là, c'est qu'on ressent les épices. Quand vous en parlez, il y a une liste à énumérer d'épices et ce qui amène énormément de goût dans ces plats-là. C'est ça. Et puis voilà, un vrai Réunionnais, il va rajouter le piment. Là, on a fait sans piment pour les métropolitains. Personnellement, je suis réunionnaise, mais je ne mange pas de piment. Mais voilà, généralement, ça peut être accompagné aussi de piment. Alors, c'est très, très épicé. Et encore, j'en ai pris qu'un tout petit bout, parce que malheureusement, j'ai la gorge en feu, mais ça va. On va dire que vous avez un concentré de la Réunion dans la bouche. J'aime bien cette phrase. En effet, voilà. J'ai l'impression d'être déjà un peu parti à la Réunion. Alors Thomas est en train de goûter. Ludmilla, est-ce que vous avez déjà goûté, vous? Non, du coup je vais découvrir ça Eh avec bien, vous. écoutez, je vous laisse goûter. Allez. En attendant. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous coupez au préalable les saucisses que vous faites cuire ou revenir dans la foulée. Pourquoi les couper d'abord? Parce que généralement, le rougail saucisse se présente en rondelles. D'accord, bien sûr. Voilà. Et c'est pour faire cuire vraiment toutes les parties de la saucisse en... C'est ça, à l'intérieur ou quoi que ce soit. Mais là, c'est pour le rougail saucisse, parce que des fois, les Réunionnais vont manger une saucisse frite. Là, on va la laisser entière, frite dans de l'huile, avec du riz, et puis et des breads. Les breads, c'est, qu'est-ce que j'allais dire? C'est comme les blettes en métropole. D'accord. Donc, c'est un végétal qu'on fait cuire avec un condiment, mais du rougail tomate ou quoi. Donc, pour la saucisse frite, ça va être entière, mais pour le rougail saucisse, généralement, c'est coupé en rondelles. Est-ce que vous avez des techniques par hasard pour arrêter cette sensation de feu dans ma bouche? Alors, à ce que les gens pensent, il faut boire de l'eau, c'est pas vrai du tout. Il faut manger du pain. Il faut manger du pain. Ça comble cette sensation. En tout cas, ça l'atténue un petit peu. C'est ça. Et vous, globalement, aujourd'hui, en Réunion, on ne sent plus le piquant, c'est ça? En fait, vous épicez au maximum tous les plats que vous pouvez? Ou vraiment, on ne mange pas que justement des plats épicés? Ça dépend des goûts de chacun. Moi, personnellement, je suis réunionnaise, mais quand j'étais petite, mes parents ne m'ont pas habituée à manger du piment. Eux, ils en mangent. Moi, je ne supporte pas le piment. Je trouve que ça gâche la saveur des aliments. Donc... Et Thomas, est-ce que vous supportez le piment, là, actuellement? Moi, j'ai cette chance d'avoir aucun problème pour le piment. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très bon. Voilà, on ressent vraiment toutes les épices. Et c'est une explosion de saveurs en bouche. Et c'est ce qui nous fait plaisir de voir dans les régions outre-mer. C'est de voir cette cuisine qui est extérieure, comme vous l'avez dit. À la métropole, vous ne faites pas forcément les mêmes recettes et voilà, ça change vraiment. Merci en tout cas de nous avoir apporté ce plat. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine réunionnaise? C'est que c'est un mélange de plusieurs cuisines. Ce qu'on appelle cuisine réunionnaise, comme à La Réunion, il y a différentes cultures et de peuples. Donc c'est un mélange de cuisine créole, asiatique, hindoue, musulmane. Donc c'est vraiment un mélange de tout et voilà, on en trouve pour tous les goûts.
Eh bien, merci à tous les deux. On vous retrouve donc dans le hall 5.1, département Réunion. C'est ça. Merci à tous les deux. Mais aussi en Alsace. Parce qu'on a pour le rhum métis, notre labo de production il est en Alsace. Donc on a un stand aussi de rhum en Alsace. Eh bien voilà, donc vous pouvez la retrouver en Alsace ou à La Réunion. À vous de faire le choix. Merci à tous les deux. Eh bien Thomas, moi ça va déjà être l'heure pour moi de vous quitter, en tout cas de quitter la présentation, puisque c'est vous qui allez prendre le relais Thomas pour la partie numéro 2d'À travers champs, puisque c'est une partie un peu spéciale. Cette fois-ci, on va recevoir des invités politiques. Effectivement, je prends votre place pour cette deuxième partie d'émission dans laquelle on va recevoir deux personnages d'ailleurs politiques qui sévissent actuellement en France, qui font grande partie en France. Oui, et qui font partie du paysage politique français. Exactement. Je pense notamment à Marcel Campion qu'on reçoit dès 11h. Dès 11h, là, il va arriver dès maintenant sur le plateau, Marcel Campion, qui est candidat à l'élection municipale de Paris. Exactement. Et puis ensuite, nous recevrons Jérôme Gage, qui est un conseiller départemental de l'Essonne, ancien député. Une très très bonne deuxième partie d'émission. Voilà, une deuxième partie d'émission où on revient un peu plus en France métropolitaine. Mais ça nous a fait plaisir de partir à La Réunion. Et on retrouve Thomas Quinquis qui lui est toujours avec Thomas Lavigne et qui est toujours en Réunion. Thomas, où êtes-vous exactement ? Oui messieurs, moi toujours à La Réunion, j'ai toujours cette chance. J'ai fait quelques pas pour me retrouver devant le stand de la confiserie Waro. Et je suis avec Joël, juste là. Alors Joël, dites-moi, là il y a énormément de couleurs sur votre stand. Tous ces biscuits-là, ce sont des biscuits typiques de La Réunion ? Oui, ils sont fabriqués à La Réunion, artisanal. Moi, ma femme et 2 fils et plus 12 salariés. 12 salariés, d'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qui est le plus connu, le best-seller un petit peu ? Le plus connu à La Réunion, c'est le bonbon cravate et le bonbon miel. C'est 2 produits qu'on trouve qu'à La Réunion, on ne trouve pas nulle part ailleurs. C'est des produits, c'est une pâte sablée. Le cravate, c'est un produit trempé dans un sirop et le miel, il y a du miel dedans, le bonbon miel. D'accord. Est-ce que je peux goûter le petit bonbon cravate ? Parce que ça m'a l'air vraiment très 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 bon. En plus, ça a une forme, messieurs, on dirait, c'est entre le nœud papillon, effectivement, la cravate, et c'est bien huilé. Je pense qu'après ça plus la saucisse de tout à l'heure, messieurs, je pense que là, je passe vraiment. Merci beaucoup, Joël. Je passe vraiment. C'est un produit croquant. C'est un produit croquant. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a sur le dessus là ? C'est un sirop. C'est un sirop de sucre, mais un petit peu sucré, caramélisé. Ça colle sur le produit. Voilà. Effectivement, c'est caramélisé, je le sens très bien le caramel, mais c'est vraiment très très bon. Et alors à côté, vous m'avez dit le bonbon miel. C'est toujours une pâte trempée dans un bain d'huile et frite dans un bain d'huile, pardon, et après trempée dans un sirop avec du miel. Mais celui-là est moelleux par rapport à l'autre qui est croquant. Est-ce que je peux vous goûter aussi un petit bout ? Je me permets. Et après, je ferai goûter à mon camarade Thomas Lavigne qui est derrière la caméra, parce que je vois qu'il salive et vraiment le pauvre depuis tout à l'heure, il n'a pas l'occasion de les goûter. Alors, merci beaucoup. Alors messieurs, ça ressemble en fait à un, si je peux me permettre, ah oui voilà, un petit donut, exactement. Joël me permet la comparaison. Alors j'y vais. Effectivement, c'est bien plus doux. On sent le sirop à l'intérieur. C'est vraiment très très bon, très sucré. Les 2 bobos, le cravate, c'est une pâte, mais lui, il y a le sirop est dessus et le miel, le sirop est à l'intérieur. Donc il est plus moelleux et celui-là est croquant. Bah écoutez, merci Joël, merci beaucoup pour cette dégustation, c'était vraiment délicieux. Si vous voulez retrouver les produits de Joël, c'est la confiserie Waro. On est toujours au pavillon 5.1. Merci beaucoup Thomas. Voilà, Yanis est parti, je fais mon apparition à la présentation de cette deuxième partie d'émission dans laquelle nous allons recevoir 2 politiques, à commencer par Marcel Campion qui est là. Bonjour Marcel. Bonjour. Avec lui, nous allons revenir sur les élections municipales de Paris dans lesquelles il est candidat, ainsi que sur la pollution parisienne et l'agriculture urbaine. Puis ensuite, ce sera Jérôme Gage qui viendra sur notre plateau, conseiller départemental de
l'Essonne et ancien député. En sa compagnie, nous allons revenir sur la réforme des retraites, les élections municipales côté socialisme et ensuite le scandale des salaires de la FNSEA. Toutes les interviews seront réalisées par nos journalistes Manon Blangis, Yanis Darras et Hugo Franceschi. Et puis en toute fin d'émission, Yanis Mehdi viendra nous présenter comment ça marche avec la société Winit. Et puis on n'oublie pas bien sûr Thomas Kinkis qui lui continue bien entendu de se balader dans les allées du salon de l'agriculture où il ira nous faire découvrir des lieux insolites. Je crois qu'on va le voir devant une console et puis on le verra également sur un vélo, comme quoi on peut vraiment tout faire dans ce salon de l'agriculture. Mais avant tout cela, c'est Paula Monestier-Andréani qui va vous faire un petit portrait à sa façon. Bonjour Marcel Campion. Bonjour. Vous êtes né le 17 février sous le signe astrologique du Verseau. Que dire sur le Verseau si ce n'est résumer son ambition fondamentale pour la liberté? Il pourrait faire sien le fameux proverbe « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et on peut dire que vous la valorisez depuis longtemps, cette liberté, en voulant notamment faire reconnaître vos valeurs en cohabitation avec celles des autres. Ce qui vous pousse en 1993 à tout entreprendre pour rencontrer Jacques Chirac, alors maire de Paris. Il écoute avec intérêt et bienveillance votre passion identitaire et originelle pour les fêtes foraines et les manèges. Les astres sont d'ailleurs bien informés sur votre engagement à l'amusement. En effet, la Lune, située dans votre carte du ciel sur le signe des Gémeaux, ce signe vous confère une sensibilité festive et espiègle, ce qui vous vaut aujourd'hui le titre de joueur émérite couronné roi des forains. Entre la foire du trône, le jardin des Tuileries, cher à vos débuts, et Feu, votre grande roue, on peut dire qu'en matière de fête, vous savez y faire. Ah, les Gémeaux, ils aiment les jeux de l'esprit, les jeux de rôle ou encore les jeux de mots. Le grand 8 et autres manèges qui nous font tourner la tête vous font, vous, gagner la partie à tous les coups. Alors, gagnerez-vous au jeu des municipales parisiennes? Résultat attendu dans le 18e. Pour clôturer votre portrait, rentrons un peu plus dans les arcanes de l'astrologie. Plus précisément, la planète Mars située dans le signe du Taureau. Les étoiles pourraient vous dire têtu, c'est une caractéristique élémentaire de ce signe. Mais nuançons un peu. Mars en Taureau, c'est partir à la guerre. Sans diplomatie et avec un objectif en tête, le courage de l'acharnement aurait probablement des vertus politiques. Donc têtu, pourquoi pas? Obstiné, certainement. Toujours est-il que vous n'avez pas prévu de vous arrêter là. Marcel Campion, est-ce que vous avez déjà eu un portrait comme ça dans une émission? Non, non, jamais. Pourtant, on a des bonnes aventures sur les fêtes foraines, mais je me suis jamais fait tirer les cartes. Et donc, c'est nouveau, oui. Et comment réagissez-vous à ce que vient de dire Paul? C'est rigolo. Voilà, c'est bien. Ça correspond un petit peu, quoi. Parfait. Bon, merci bien. Merci beaucoup, Paula. Et on accueille dès maintenant Hugo Franceschi sur le plateau, avec lequel vous allez revenir sur les élections municipales parisiennes qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Et Hugo, le 17 octobre 2018, le 17 octobre 2018, Marcel Campion, vous annonciez que votre candidature à la mairie de Paris, seulement plus d'un an après votre campagne électorale, peine à convaincre. Et les Parisiens et les Parisiennes ont fait le point sur ces élections en compagnie de Hugo. Bonjour Marcel Campion. Vous souhaitez briguer la mairie de Paris aujourd'hui parce que vous avez un véritable projet pour les Parisiens ou c'est plus une guerre personnelle avec Anne Hidalgo? Non, j'ai un projet pour les Parisiens parce que je suis parisien et ce qui est difficile, c'est de faire passer mon programme parce que vous avez pu remarquer qu'il y a une omerta terrible sur le fait que je me suis présenté. On m'exclut de tous les débats. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui, mais je suis exclu de tous les débats nationaux, y compris le 4 mars, il doit y avoir tous les candidats, sauf que je ne suis pas compris dans les candidats. Mais il va y avoir des surprises parce que vous savez que les sondages qui sont organisés, bien sûr, d'après ce que j'ai vu, j'ai commandé un vrai sondage qui va, le 3 mars, qui va voir le jour. Pour vous, les sondages actuels sont faux sur les élections municipales? Alors, je ne dis pas qu'ils sont faux, je dis qu'ils sont organisés. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, ils sont truqués? Je ne vous dis pas qu'ils sont truqués, ils sont organisés. C'est encore autre chose.
Vous savez que si vous faites un sondage, ça dépend les questions, ça dépend les mobiles, ça dépend de beaucoup de choses. Et les réalités. Donc je sais qu'on a enlevé des réalités. Comme là, tout à l'heure, vous avez dit que je me présentais dans le 18e. Non, je me présente en tête de liste avec 17 candidats pour tout Paris. Ça aussi, ça n'est pas dit. Avec 527 colistiers, ça aussi, ça n'est pas dit. Mais donc, il faut dire les réalités qui ne sont pas dites. Mais actuellement, la réalité, Marcel Campion, c'est que le dernier sondage qui est tombé date du 20 février dernier. Alors celui-là, je dis que c'est de l'arnaque. Celui-là, celui qui vous donne à 2% des voix, oui, pour vous, c'est de l'arnaque. Oui, parce que vous verrez mardi que j'ai 15% d'intention de vote, ce que personne ne dit. Mais et comment on peut être sûr que vos sondages ne sont pas organisés comme vous dites ? Parce que c'est l'IFOP qui a reçu une commande et que j'ai laissé agir à sa guise, tout simplement. Ce n'est pas une commande personnelle avec des questions pour moi, c'est des questions aux Parisiens. Donc vous verrez, je fais une conférence de presse mardi matin à 9h dans les salons de l'hôtel Regina à Paris. Si vous voulez y participer, venez, vous verrez le vrai débat et vous verrez un vrai sondage ce coup-là. Et on verra bien ce que les journalistes en font. Parce qu'il faut savoir que les journalistes sont des patrons et qu'ils écoutent leurs patrons qui m'ont exclu des débats. Donc pour vous, en fait, vous êtes bâché par les médias, selon vous ? Oui, bien sûr. Vous vous en rendez pas compte ? Vous les voyez, les débats. Vous avez des gens qui sont considérés avec des notoriétés et qui ne l'ont pas. Moi, j'ai un débat, j'ai une notoriété connue de 85% des Parisiens. Ça, c'est reconnu, ça. Est-ce que 85% des Parisiens vont voter pour vous ? Non, mais je ne parle pas de voter déjà, je parle de la notoriété. Vous avez vu que le CSA donne des indications, des critères. Si vous avez de la notoriété, vous avez le droit aux paroles. Eh bien, le CSA estime que je n'ai pas de notoriété. Ça aussi, c'est de l'arnaque. On a devant nous une bande d'arnaqueurs qui nous commandent parce que les Parisiens, la population, c'est un troupeau de moutons qu'on dirige. On leur envoie des informations toute la journée et il faut qu'ils suivent. Le troupeau de moutons, il ira à la tonte le 15 mars. Et moi, je me lève contre tout ça, tout simplement. Et alors, donc, vous nous parliez de vos prochains meetings également, Marcel Campion. On va justement revenir sur votre campagne et la manière dont vous la gérez. C'est vrai que Paris est une ville assez jeune, c'est une ville étudiante. Or, votre équipe de campagne n'inspire pas forcément le renouveau. Vous avez des personnes issues de la droite traditionnelle qui ont travaillé avec Giscard d'Estaing, avec Jacques Chirac. Il y en a un seul. Il y a 527, c'est Bernard. Il y a Bernard Bled, il y a Bernard Ségara, André Berkoff qui font partie. Monsieur Bernard Bled est l'ancien secrétaire général de la mairie. C'est un ami qui n'est pas dans nos listes et qui nous soutient. Non, je ne parlais pas de vos listes, je parlais de votre l'association, donc les Amis de Marcel, votre collectif de soutien. Mais c'est des gens qui ont fait ça eux-mêmes. C'est pas mon association. Les Amis de Marcel, j'ai beaucoup d'amis. Mais est-ce que vous trouvez que les jeunes Parisiens peuvent se reconnaître en vous et en cette équipe ? Il y a beaucoup de jeunes. J'étais encore la semaine dernière avec des étudiants. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de jeunesse. Vous voyez, quand on ne veut pas de son chat, on dit qu'il a la rage. Ça, je connais, je suis forain. Vous savez, forain, ça veut dire que c'est toujours un peu trouble. C'est un métier. Mais je ne suis pas que forain, je suis entrepreneur. C'est-à-dire j'ai des restaurants qui sont ouverts. On ne parle jamais de mes restaurants, on parle de forains. Parce que c'est une étude des politiques. Vous ne faites pas partie du jeu, on vous met sur le côté. Vous me dites qu'il n'y a pas de jeunesse. Dans les 527 candidats, on a à peu près 150 jeunes. Je vous invite à venir les voir à la place de la République. Le 11 mars, ils seront tous là. Parce que je vais vous donner ce qui s'est passé. Le 3 octobre, j'ai fait un meeting à la République. Il y avait 1000 personnes qui, avec le bouche à oreille, le 3 octobre, pas un seul journaliste n'est venu. 2 jours plus tard, M. Villani, avec 80 personnes dans un café, il y avait 350 journalistes. Vous n'allez pas me dire que c'est organisé tout ça. Donc pour vous êtes stigmatisé. Je vous conseille de venir le... Non, je ne suis pas stigmatisé. Je vous dis ce qui se passe. Je vous conseille de venir le 11 mars, place de la République à 18h30 et vous verrez si la population n'est pas là. Et le 11 mars, Marcel Campion, j'imagine que durant votre meeting, vous n'allez pas forcément parler, d'écologie, puisque pour vous, dans votre programme... Si, c'est aussi de l'écologie. Mais moi, vous n'aviez pas dit que c'était de... Mais ça aussi, c'est de l'arnaque. Regardez, vous êtes jeune, vous ne connaissez pas l'arnaque. L'arnaque des politiques. Vous savez qu'avant 1975... on nous projetait l'ère glaciaire. C'était l'ère glaciaire. On n'arrêtait pas de nous mettre en tête l'ère glaciaire. Puis d'un seul coup, ça a disparu. Ça. Maintenant, on est devenu sur le réchauffement climatique. Ça ne vous pose pas de questions, tout ça? C'est une énorme arnaque mondiale. Marcel Campion, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi vous avez déclaré aux Parisiens le 12 décembre dernier, que la pollution à Paris n'existait pas et qu'il fallait arrêter de parler de pollution. Oui, bien sûr. Pourquoi? Je me réfère à des écrits. Est-ce que vous connaissez M. Gérondeau? M. Gérondeau, ça a été M. Sécurité pendant des années dans toute la France. Il vient de sortir un bouquin que les médias ne parlent pas. Pourquoi? Lui, il dit la pollution, c'est la pollution des esprits. Paris n'est pas pollué.
Pourquoi? Il Donc pour suffit vous, de les regarder particules Paris. fines qui sont plus Non, mais présentes c'est à bidon, Paris c'est que dans bidon. les autres villes de Non, mais France. tout ça, c'est du bidon, je vous explique. Bah, c'est des études scientifiques non, qui le prouvent, c'est Marcel bidon, j'ai Campion. les mêmes qui contredisent tout ça. Donc si vous voulez, essayons de poser le débat. Quand vous avez un monsieur qui a été 20 ans à la sécurité française et qui vous explique que c'est faux, il faut regarder pourquoi c'est faux. Alors, je vais vous donner des éléments. Est-ce que vous savez que avant 2002, on nettoyait les bâtiments de Paris tous les 3 ans parce qu'ils étaient tout noirs. Là, il y avait de la pollution. Alors, je vais vous dire pourquoi il y avait de la pollution avant. C'est parce que les voitures, ils rejetaient de la fumée noire, puisque c'était de l'huile qui était chauffée, cuite avec les pots d'échappement, et puis vous aviez tous les bâtiments avec du charbon. Tout ça, ça a été interdit. Les industriels ont changé les pots catalytiques. Ils ont mis des pots catalytiques maintenant qui renvoient 2% de vapeur. Donc pourquoi on continue à vous expliquer que Paris est pollué? C'est la pollution des esprits. Parce que vous avez Donc pour des vous, gens... les particules fines, c'est dans les esprits des gens, ce n'est pas réel. Mais écoutez, le brouillard en plein cagnard, en pleine canicule, ce n'est pas réel. Mais ça, c'est faux. Vous savez, le brouillard, on en a vu dans le temps. Quand c'est comme le président qui vient d'aller pour le lac, là, vous savez, à côté de Chamonix, qui s'aperçoit que la pollution est en train d'abîmer tout ça. Vous savez, la mer gelée qui est à côté de Chamonix, là, vous savez, ça a fait un gros débat. La mer de glace. Ça aussi, la mer de glace. Mais vous savez encore quand est-ce que ça a commencé à dégeler? En 1850. Il y avait déjà des pollutions, il y avait des voitures en 1850. Non, il y a un système qui est mis en avant. On dit écologiste, écosystème, éco-ceci, éco. On est tous éco. On est surtout cons. Parce qu'on nous envoie des messages en permanence. Et moi, je vous dis que c'est de l'arnaque. Vous avez des livres de savants. Lisez-les. Ils contredisent tout ça. Par contre, pour l'économie, vous avez des systèmes qui, pour l'économie, il faut que vous soyez écologiste. Donc l'Agence européenne de santé dit n'importe quoi selon vous? Beaucoup, bien sûr. C'est pas n'importe quoi, c'est des affairistes, monsieur. Regardez la Banque mondiale, regardez les milliards qu'ils sont en train de mettre là-dedans, et regardez pourquoi on vous dirige là-dedans. Vous savez qu'il y a eu 6 fois la fin de la planète depuis que le monde est monde. Il y avait quoi comme écologie? Vous avez vu les forces de la nature, ce que c'est? Moi, je suis pour la nature. Je ne suis pas pour l'écologie. C'est un système d'arnaque, tout simplement, qu'on nous infuse en permanence. Mais ça serait bien que les jeunes aillent voir les savants qui en parlent, lisent les livres, et vous verrez ce que je vous dis. Je suis dans le vrai. Merci, Voilà. Marcel Campion. Merci beaucoup, Marcel Campion. Merci, Hugo Franceschi. Et Marcel Campion, après avoir fait un tour de votre campagne pour les élections municipales, qui ont lieu dans d'ailleurs un petit peu plus de 2 semaines, on le rappelle, on détaille maintenant vos mesures sur les transports. Bonjour Madame Blangis. Bonjour Thomas Glavieux-Moreau, bonjour Marcel Campion. Bonjour. Quand on regarde votre programme, votre première mesure porte sur la réouverture des berges aux voitures. Ça fait 4 ans que ces berges sont maintenant fermées. Pourquoi les rouvrir ? Et pourquoi les avoir fermés? C'est une vaste connerie. Vous savez ce que c'est, les berges? C'est la traversée de Paris assez allègrement. Alors pour la pollution, pour les systèmes d'écologie, on vous a expliqué qu'il y a beaucoup moins de pollution. Mais ils prennent les gens pour des abrutis. Parce que pendant que vous n'avez pas de voiture en bas, ils ont doublé ou triplé dans les rues avoisinantes et sur les hauteurs. Et il n'y aurait plus de pollution pour ça? Non, c'est dogmatique. Vous avez des politiques. D'abord, Madame Hidalgo a changé, a tourné sa veste en 2016, a s'est mis avec les Verts et les communistes et elle a pris le programme de ces gens-là. Mais les berges permettent aussi aux Parisiens de se balader tranquillement en vélo, à trottinette. Non, mais attendez, que ça soit pas vous dangereux. verrez mon sondage. Je viens de faire un sondage. Vous avez 65% des Parisiens qui veulent la réouverture des berges. Alors qu'on arrête de nous expliquer le contraire. C'est un lavage de cerveau qu'on nous fait. On nous pollue les esprits. Il faut rouvrir les berges. Il faut arrêter tous ces travaux-là qui sont, pour beaucoup, qui sont des faux travaux. Parce que c'est aussi pour empêcher la voiture. On a une bande d'incapables à la mairie de Paris. Mais pour vous, il n'y a aucun problème avec la voiture? Comment? Pour vous, il n'y a aucun problème avec la voiture? Ben non, on n'a pas de problème. Les problèmes maintenant sont réglés pour la pollution. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 2% de vapeur avec les pots catalytiques qui sont renvoyés. Alors qu'il y ait moins de voitures, qu'il y ait moins de circulation, peut-être pour l'aménagement de la ville. Mais regardez les histoires de trottinettes. Qu'est-ce que c'est que ce monde d'abrutis? Tous les jours, les hôpitaux sont pleins, sont remplis de gens qui sont blessés avec les trottinettes. Mais comment on fait si on n'enlève pas les voitures? Comment on fait dans ce cas-là pour réduire les émissions de dioxyde de carbone? Je viens d'expliquer que tout ça, c'est faux. On vous a pollué les esprits, continuez. Moi, je vous demande de lire les livres scientifiques, de prendre les degrés de Air Paris et de regarder les arnaques. Regardez, vous êtes des jeunes, vous étudiez, allez-y. Moi, je vais avoir 80 ans. Des conneries, j'en ai entendu toute ma vie. Et ce qui est en train de se passer, c'est plus formidable. Comment on atteint, Marcel Campion, dans ce cas-là, la neutralité carbone pour 2050? Mais qu'on arrête avec la neutralité carbone. Vous savez que vous avez eu des tremblements de terre, vous avez eu tout ça avant qu'il y ait le problème de la voiture et les écolos qui arrivent.
Oui, mais ça vous la accélère connaissez, en la tout cas le problème de changement la- climatique. Vous croyez que maintenant, vous savez quand on explique C'est à un prouvé, gamin... ça accélère mais le changement arrêtez, c'est climatique. thématique. Moi, j'y crois pas du tout, moi, c'est de l'arnaque. Si vous voulez, Vous ne croyez pas au on changement prendra un climatique débat. Non, je crois pas au réchauffement climatique. Pas plus que je croyais à l'ère glaciaire. C'est des trucs qu'on vous envoie dans le cerveau et qu'on essaye de vous faire croire. Et vous y croyez, c'est bien malheureux pour vous. Parce Mais que ce sont vous les savez que les scientifiques enfants de qui ont 5 des ans, preuves. Les glaciers enfants de fondent, 5 il y ans a qui beaucoup sont... de- Écoutez-moi bien. d'événements. On est en train d'expliquer à un gamin de 5 ans qui est à la maternelle qu'il faut sauver la planète. Ils ne prennent pas les gens pour des cons. Il faut qu'ils arrêtent le système. La planète, c'est pas les abrutis qui vont faire pousser de l'herbe, qui vont empêcher la Terre de tourner. Il faut arrêter toutes ces histoires-là. On vous a pollué les esprits, vous êtes dedans, je suis contre. Mais moi, j'ai des arguments scientifiques. Mais de même, de l'autre côté, c'est prouvé scientifiquement On ne que le pourrait pas réchauffement parler des climatique- choses sérieuses. Vous souhaitez construire Regardez. un nouveau périphérique, justement, c'est une de vos mesures. Un nouveau périphérique souterrain, cette fois-ci, à péage, donc sur celui déjà Ça, existant. c'est une étude. C'est une étude, C'est un donc projet à étudier. c'est un projet. Vous pensez vraiment que ça va permettre de désaturer le périphérique qui existe déjà? Bien sûr. Il est engorgé tous les jours, le périphérique. Il y a 1 Mais si l'un 500 est 000 payant voitures. et l'autre non, le choix sera vite fait pour les Parisiens, pour les banlieues, pour ceux qui Ben habitent non, en banlieue. ceux qui sont engorgés, ils iront plus facile. Ils ont les moyens, ils prendront des abonnements. Mais c'est une étude qui avait déjà fait. Je ne suis pas l'inventeur de cette situation-là. Mais ça veut dire qu'on fait C'est une Monsieur discrimination. Chirac Donc ceux qui qui, avait. peuvent c'est se Monsieur ceux qui peuvent se le permettre pourront aller plus rapidement à Paris que ceux qui ne peuvent pas Eh bien, se ça permettre fera un de payer le mélange, péage. madame. Comme des beaux quartiers et les quartiers ouvriers, il y aura toujours un mélange. Mis à part les voitures, vous ne ferez rien sur les transports plus verts destinés aux trajets courts Mais des c'est quoi, les Parisiens. transports? Je suis pour la nature, moi. Vous savez, dans le métier que j'ai fait, on a toujours été dans la nature. Vous, on vous implique qu'il faut poser des arbres. Regardez, je vais vous laisser une arnaque que vous avez tous vue, mais vous ne relevez pas. Vous avez Madame Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, qui veut faire des bois et des forêts dans Paris. Elle veut mettre 25 hectares de bois et de forêt dans Paris, un peu à la Concorde, devant l'hôtel de ville et devant l'Opéra. Tout le monde dit bravo, vive la verdure. Mais pourquoi, il y a 2 ans, elle a privatisé 25 hectares du bois de Boulogne et elle les a donnés à M. Bernard Arnault, qui est le plus riche de France, qui en a fait son jardin. C'est privatisé. Si vous voulez y aller maintenant, il faut payer. Et M. Bernard Arnault, pour privatiser son site qu'il a pour 25 ans pour un loyer vraiment en pin-up, il a abattu plein d'arbres. Et on l'a laissé faire, mais personne ne dit rien. Qu'est-ce que vous feriez en Qu'est-ce tant que je que ferais? maire pour J'emmerderai vous pas remettre... les gens déjà. Il faut arrêter d'emmerder le monde. Et vous avez 2300 hectares à Paris de verdure. 2300 hectares. Vous avez 500 jardins et vous avez 2 bois. Mettons tout ça en valeur. Remettons tout ça en valeur. Dans tous les quartiers de Paris, vous avez des espaces verts. Pourquoi les gens n'y vont plus? C'est rempli de rats. C'est rempli de rats, ils ne peuvent pas y aller. Alors commençons par le commencement. On nettoie, on dératise et en même temps, on enlève les rats de l'hôtel de ville en même temps. Merci Marcel Campion. Merci Manon Blangis. À l'approche des élections municipales, l'agriculture urbaine a le vent en poupe chez tous les candidats, notamment à Paris. Est-ce que entre ferme sur les toits, reconquête de l'espace public à travers l'agriculture, tous n'ont pas la même vision de celle-ci? Yanis Darras, bonjour. Et oui, bonjour Marcel Campion. Bonjour. Est-ce que vous y croyez, vous, à l'agriculture urbaine? Pour Paris notamment. Faire pousser des tomates sur le toit des immeubles, il faut prendre les gens pour des cons pour arriver à croire à ce truc-là. Pourquoi? Parce Exactement. que la terre, on sait ce que c'est. C'est la terre qui fait pousser. Mais prendre de la terre et l'emmener à 10 étages au-dessus, où il n'y a pas de vers de terre et tout ça qui fait fonctionner la terre, c'est des gens qui ne connaissent pas le système. Alors ils mettent des produits pour faire pousser. Jamais on ne me fera croire... Donc pour vous, l'agriculture Attendez, vous m'avez urbaine, posé c'est une faux? question, laissez-moi finir. Jamais on ne me fera croire que si on fait pousser des légumes sur les immeubles, ça va donner de la nourriture. Non, moi j'ai fait un petit bouquin. Vous avez la solution là-dedans. Ça s'appelle la sécurité alimentaire. Est-ce que vous savez que les maires ont normalement dans leur devoir de s'assurer que les gens dans leur riverains doivent manger? Eh bien, s'il y avait le coronavirus ou n'importe quoi pendant 3 jours, vous n'avez plus de nourriture là. On au y bout de 3 reviendra jours. justement, Marcel Donc Campion. la sécurité alimentaire, vous lisez mon livre et vous verrez qu'on a trouvé des solutions. Le problème, c'est que ces gens-là, on a fait ça l'année dernière et ils sont en train de nous copier. Les artistes qui se présentent devant vous en ce moment, qui sont à la télévision tous les jours, ils sont en train de copier ce que j'ai fait l'année dernière. Mais aujourd'hui, les projets que Paris a créés en matière d'agriculture urbaine, pour vous, ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. C'est de la merde. Ils n'ont pas fait de projet valable. Ils ont mis... Je suis allé visiter sur un bâtiment d'Enedis dans le 9e arrondissement. J'ai vu 50 personnes qui s'occupent de trois machins de tomates, de 10 radis.
Mais ils prennent pas les gens pour des abrutis. Y compris ça ce va qui va être nourrir fait Paris, au ça. parc des Ça va expositions nourrir de Paris. Non, mais ça vient de sortir, ça, la ferme. La ferme Agré, la plus Ça grande vient- ferme agricole d'Europe Oui, urbaine en oui, tout oui, cas. ça vient de sortir. Mais regardez dans mon livre, on l'a proposé l'année dernière, tout ça, mais pas ici. Ici, c'est un lieu de travail. On l'a proposé dans des espaces qui sont dans le bois de Vincennes et qui sont complètement délabrés. Faisons-le là-bas, certainement pas ici. Justement, vous parlez également de créer des espaces de culture maraîchère autour de Paris. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée des conflits avec les élus locaux, justement? Peur de rien, sachez ça. D'autre part, vous avez le terrain, vous avez... On vous entend? Recommencez, monsieur Campion. Oui, vous m'entendez là? Oui, oui, c'est bon. Vous avez des grands terrains autour de Paris qui appartiennent à la SAFER, à la région et à la mairie de Paris. Bon, on peut refaire des maraîchages là-dessus. Ce qui existait avant, on n'a rien inventé. Vous savez que la plupart des cultures, vous avez 580 000 hectares de cultures qui sont faits dans l'Île-de-France. Mais tout ça, c'est de la marchandise qui s'en va pratiquement pour 80% à l'étranger. Refaisons des maraîchages pour Paris, tout simplement. Ce qui existait avant, c'est pas dur à faire. Mais la pression immobilière en Ile-de-France est très forte. On est à plus de 6 000 € le mètre carré sur toute la région. Est-ce que ce n'est pas des terres qui peuvent servir plutôt à loger des gens? 6 000 € le mètre carré en Ile-de-France, les terrains de d'après le campagne? Parisien. Mais non, vous avez des chiffres qui sont faux. Ça va à peine 1 € le mètre carré. Non, c'est faux ce que vous dites. Malheureusement, vous n'avez pas les bons renseignements. Je vous parle des terrains qui sont en jachère et qu'on ne se sert pas. Ces terrains-là valent rien. Ils sont en dépôt à la SAFER, ils sont à la région. Utilisons ces choses-là. Vous savez qu'il y a 200 000 chômeurs à Paris, là. On pourrait donner du boulot à 100 000 personnes et puis assurer une nourriture pour les Parisiens. Vous savez qu'on est 10 millions millions en Ile-de-France et que 60 000 personnes arrivent chaque année dans la région. Ce n'est pas des terres qui peuvent servir pour loger ces habitants, ces nouveaux habitants qui apportent aussi de la croissance économique à la région et à Paris. Alors attendez, vous n'allez pas faire le double de Paris en construction. Qu'il y ait des logements, on va parler des logements sociaux si vous voulez autour de Paris. Il y a certainement des possibilités de logements sociaux, mais je vous parle des grands espaces, moi qui sont en Ile-de-France et qui font rien du tout. On doit faire du maraîchage. Et vous verrez que de toute façon, le bon sens l'emportera parce que ça deviendra comme ça. Est-ce qu'on doit s'attendre, si vous êtes élu, à revoir les halles, réouvrir en tout cas dans Paris? Oui. Oui. Plutôt que... Moi, j'appelle ça un Davos de l'agriculture qu'on aurait pu faire, pas dans le centre de Paris, mais dans des espaces qui sont complètement délabrés. Vous savez que le bois de Vincennes, il y a 900 hectares de bois que les Parisiens ne connaissent pas beaucoup, puisque c'est pas très propre. Mais il faut nettoyer tout ça, il faut faire. Mais vous avez des espaces... Dans ce cas-là, quel avenir pour Rungis, pour le marché international de Rungis? Qu'est-ce qu'ils font, Rungis? Ils travaillent pour l'Europe, ils ne travaillent pas seulement pour Paris. Paris, c'est un détail pour eux. Donc, il faut renourrir Paris avec des maraîchages et puis refaire des fermes autour de Paris. C'est simple, c'est le bon sens. Ça redonnerait du boulot et ça assurerait le casse-croûte des Parisiens. Et dans ce cas-là, est-ce que si vous êtes élu, vous investirez quand même un petit peu en agriculture urbaine? Moi, j'investirais rien du tout. Pourquoi? Parce que la ville est endettée. La ville devait... quand j'ai commencé à parler de la dette de la ville, il y a 1 an et demi, on parlait de 4 milliards, 5 milliards. Et la ville disait non, c'est 2. Puis vous avez vu à combien qu'ils arrivent? Maintenant, ils arrivent à 7 milliards. Donc, dans 15 jours, ça sera 8 ou 9 milliards. Donc, la mairie de Paris n'a pas les bons combats aujourd'hui. Ils ne savent même pas à 1 milliard près où ils en sont. Ce sont des incompétents qui ont géré la ville. Les Parisiens doivent... Vous vous rendez compte qu'ils disent qu'on a une dette de 3 000 et quelques par personne. Un foyer de 4 personnes, il devrait 12 000 €. Et c'est ces gens-là qui font faillite, qui essaient de se représenter à la mairie de Paris. Moi, je conseille aux Parisiens que si jamais ces gens-là repassent, ils sont perdus. Leurs enfants, ils auront des dettes toute la vie. Est-ce que vous ne trouvez pas justement aussi que c'est un moyen de recommuniquer entre les agriculteurs et les Parisiens qui sont très déconnectés de la nature, justement avec l'agriculture urbaine? Je ne sais pas si les Parisiens sont déconnectés de la nature. J'ai vu les queues ici, les gens aiment bien la nature. Il faut essayer d'en reconduire, il n'y aura pas de conflit. Il faut refaire de la nature autour de Paris, tout simplement. C'est le bon sens aussi. Tenez, c'est mon livre du bon sens. Vous avez tout ça là-dedans. Merci beaucoup, Marcel Campion. Merci beaucoup, Yanis Darras. Et à travers Champ continue cette deuxième partie de l'émission. Merci Marcel Campion d'avoir été avec nous. En notre compagnie, on attend 2 secondes. On va avoir Thomas Quinquis qui lui continue de vadrouiller dans les allées de la porte de Versailles à la rencontre des différents producteurs, à la rencontre de différentes activités qu'il testera pour nous, pour vous faire découvrir tout ce qui se déroule durant ce salon international de l'agriculture. En attendant, on va pouvoir attendre Thomas Quinquis.
Vous pouvez également réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, de Fréquence ESJ, avec un seul hashtag si vous voulez être en notre compagnie. C'est le hashtag siècle vert. Et puis ensuite, on me dit que Thomas Kinkis est arrivé sur son stand. On vous remercie, Marcel Campion, d'avoir été en notre compagnie ce jour. Merci beaucoup. Thomas, voilà, Thomas, on vous retrouve. Dites-nous ce que vous faites un petit peu, Thomas. Oui, messieurs, alors j'ai quitté la réunion. Je suis de retour dans le hall 3, au niveau du stand de la région sud. Et à ma gauche, vous voyez Sabine. Alors Sabine, dites-moi ce que vous faites un petit peu sur ce stand. J'ai entendu dire que vous faisiez d'excellentes pommes. Dites-moi un petit peu. Bonjour, alors Sabine, je suis responsable qualité d'un groupement de producteurs qui s'appelle les Compagnons Bio du Fruit des Alpes. Je représente un groupe d'arboriculteurs qui sont fédérés pour l'appui technique et l'appui qualité. En fait, on pousse nos producteurs à faire du bio, mais le bio, ça ne s'invente pas. Techniquement, c'est compliqué. Donc, on les aide dans leur démarche avec un appui technique, en les aidant à faire des observations sur le terrain, en les aidant, par exemple, en leur montrant les ruches, en allant avec eux vraiment au bout des choses. Et ça nous permet, en fait, déjà dans les Alpes, on a un super terroir pour faire des pommes et des poires. Ça nous permet d'avoir des pommes et des poires bio de super qualité. Et alors justement, vos pommes, elles sont juste ici. Regardez messieurs, c'est un blender. Et ce que vous voyez là, c'est le vélo. Et en fait, le vélo va me permettre de faire du smoothie. Alors, ne rigolez pas, je vais monter sur le vélo. Je vais faire mon propre smoothie. Alors, on a dedans les pommes de Sabine. Et on a également des fraises qui sont faites par le collègue, le voisin juste à côté. Alors, c'est parti. Allez-y Thomas, montez sur ce vélo. Faites-vous un bon smoothie. Alors. Positive. On est sur une énergie positive. On va faire du smoothie de pommes, fraises, pomelo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors là, allez, un petit peu plus vite, Thomas, quand même. Je suis en train d'éliminer la saucisse que j'ai mangée tout à l'heure. Donc c'est exactement le sport qui me fait la pète. Encore un petit peu. Allez Thomas, encore un petit peu. C'est votre entraînement pour le Tour de France. Vous y êtes bientôt, Thomas. Un petit peu quand même. Il y a encore des morceaux là, je pense. On va dire que ça va être presque bon là. Allez Thomas. Les derniers coups de pédale un petit peu. Que c'est le sport de la semaine et je commence à avoir chaud. Donc on s'arrête un peu. Voilà. On va déguster. Alors, Thierry, notre producteur, va nous apporter des verres. Ah, c'est parti. Super, la texture parfaite. Ah, regardez-moi la texture. Ça, messieurs, c'est du bio. Regardez un peu la texture quand Sabine verse. C'est le fruit de votre travail, Thomas. Bio et fraises. On va pour la dégustation. C'est vraiment très très bon. Alors, on sent bien le côté un petit peu granuleux de la pomme, mais c'est délicieux. Et en plus, c'est fait maison, donc forcément, c'est encore meilleur. Et à énergie positive. Et à énergie positive. Thomas, voilà, messieurs. Thomas qui a fait du sport pas, du coup, si et qui s'est régalé. C'est le stand de la région sud, dans le hall 3. Merci beaucoup Thomas. Thomas, il s'est régalé, il a fait du sport, il a goûté son smoothie, le fruit de son travail. Merci à Thomas. En attendant, on accueille sur ce plateau Jérôme Gage. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous allez passer comme tout le monde au crible de Paula Monestier, Andréani qui va vous faire un portrait à sa manière. Bonjour Jérôme Gage. Vous êtes né le 23 janvier à Pantin sous le signe astrologique du Verseau. Le Verseau est tourné vers l'autre et le collectif. Ouvert et humaniste, il ne s'impose ni trop peu. Comme le portrait dressé de vous par Libération, vous ne faites rien comme tout le monde. Vous plaisez aux journalistes, faites partie des frondeurs et dites non à Mélenchon. Ah, le Verseau, qu'est-ce qu'il aime sa liberté d'action. Mais c'est sans compter sur la planète Mercure qui vous ramène à la raison. Mercure, c'est la prise de conscience qui induit l'action. C'est l'intellect et la communication. Elle est située chez vous dans le signe du Capricorne. La planète vous insuffle l'envie d'une action raisonnée et d'une pensée habile dans le maniement des idées. Peut-être est-ce cet art du discours bien construit qui vous mena en politique. Quoi qu'il en soit, Mercure vous promet l'optimisation d'une réussite efficace. Et quelle réussite! D'abord dans le supérieur, avec Sciences Po en 1992 et l'ENA en 1996. Membre du Parti Socialiste depuis 1993, vous avez quelques mandats à votre actif.
Conseiller général de l'Essonne en 98, conseiller départemental, président du Conseil général de l'Essonne ou encore conseiller municipal. Et un jour, député de la Nation de la 6e circonscription, toujours de l'Essonne. Vous êtes obstiné et enraciné dans vos valeurs, autant que dans votre terre. J'y vois ici se profiler l'influence astrale du taureau. La lune régissant ce signe dans votre carte du ciel, pas étonnant que votre sensibilité se soit incarnée sur les terres de la République. Vous vous êtes battu et le faites toujours pour l'engagement local. Peut-être grâce à la planète Mars en bélier. Elle vous donne le goût du challenge, prêt à braver tous les obstacles. Inspiré par le signe du poisson, Vénus sème son idéal d'amour. Sans doute est-ce une forme de religiosité tournée vers la famille, plus que vers la communauté. Mais ça, c'est une autre histoire qui ne regarde pas les étoiles. Bon, bravo. Je ne savais pas en venant ici que je croiserais Elisabeth Tessier et j'aurais mon thème astral. Je n'ai pas cette prétention. En même temps, elle a conseillé un président de la République, donc puisqu'il se dit que François Mitterrand aimait bien prendre quelques conseils auprès d'elle. Moi, ce qui m'intéresse, tout ça, c'est tourné vers le passé, mais mon avenir, qu'est-ce qui m'attend? C'est ça qui m'intéresserait que vous puissiez me dire. Alors, je n'ai pas la prétention d'être astrologue, je me dirais plus éditorialiste de l'astrologie. J'ai bien compris, mais c'était très juste tout ce que vous avez raconté, voilà. Bon, merci. Vous n'avez pas l'habitude de portraits comme celui-ci? Alors d'abord, je vais vous faire une confidence, je suis totalement hermétique à l'astrologie. Donc hormis le fait que je sois Verseau, parce qu'on regarde tous sa date de naissance un jour, tout le reste m'est totalement étranger. Mais quand c'est fait avec brio et de manière amusante, je le prends. Merci beaucoup Paula Monestier-Andréani. De rien. Et la réforme des retraites est en ce moment examinée à l'Assemblée nationale. Le premier article sur 65 du projet de loi a été voté hier après 8 jours de débat, un temps excessivement long puisque l'article contenait à lui seul environ 2200 amendements. Manon Blanchis. Bonjour Jérôme Gage, vous cautionnez le blocage organisé par les Insoumis et le Parti communiste? Je ne parle pas de blocage. D'abord, les gens respectent les institutions. Le droit d'amendement existe. Le fait de faire ce qu'on appelle de la flibuste parlementaire est inhérent au fonctionnement des assemblées. Et il est la réponse que des parlementaires de l'opposition doivent déployer quand on a le sentiment que le débat est totalement biaisé. Il faut juste remettre ça dans un contexte. 40 000 amendements déposés, est-ce que c'est pas un peu antidémocratique quand même? C'est énorme. On va reprendre les choses différemment. Est-ce que 2 années de concertation pour la préparation de ces retraites, de cette réforme des retraites, dont on nous disait qu'elle avait été préparée en amont, un texte qu'on découvre le 11 décembre, qui est un texte à trous, c'est-à-dire dans lequel on n'a pas les réponses les plus essentielles. Au moment où ce texte va être voté, aucun des personnes qui fréquentent le salon de l'agriculture est capable de dire comment concrètement cette réforme va l'impacter. Une étude d'impact dont tout le monde doute de la fiabilité. C'est la raison pour laquelle les parlementaires socialistes, autour de Valérie Rabault, ont déposé une demande de commission d'enquête parlementaire pour s'assurer de la fiabilité. Bref, ce que vous appelez de l'obstruction parlementaire, c'est malheureusement la seule réponse possible pour montrer l'aberration d'une réforme mal préparée, mal ficelée et au final dangereuse. Mais est-ce que vous ne risquez pas juste de perdre en bloquant les séances, en ayant rajouté tous ces amendements? C'est la gauche au final qui va un peu provoquer l'utilisation du 49.3. Est-ce que c'est pas juste se mettre des bâtons dans les roues? Alors, regardez en sens inverse. Il faut toujours raisonner par l'absurde. Pas d'amendement déposé. Voilà. Ou une sorte de résignation à se dire ça y est, c'est bon, c'est gagné. Ils votent leur réforme sans que quiconque s'obstine. Vous posez la même question aux gens qui manifestent dans la rue. Le droit de manifestation, il existe. Le droit d'amendement, il existe aussi. Même dans ses excès, il est destiné à une seule chose, à maintenir la pression politique, démocratique et citoyenne sur une réforme face à laquelle 60 ou 65% des Français sont opposés. Donc encore une fois, vous craignez quand même l'utilisation du 49.3. Je rappelle que c'est l'article qui permet au gouvernement de faire adopter le projet de loi sans vote. Le 49.3 serait là aussi un aveu d'échec pour le gouvernement qui n'aurait pas réussi à produire une réforme dont on nous disait qu'elle allait être admise par tout le monde. Rappelez-vous, au début, Emmanuel Macron disait c'est une réforme de justice où on va juste mettre plus d'égalité et d'équité. Et plus on avance dans le débat,
plus on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de perdants. On est aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Rappelez-vous ce que disait Emmanuel Macron au début de la réforme. Il disait, regardez, c'est formidable, il y aura une retraite minimum de 1 000 € pour tout le monde, y compris les agriculteurs. Et plus on avance dans le débat, plus on se rend compte... Pour les agriculteurs qui auront été toute leur carrière au SMIC. Et donc on voit bien qu'il faut avoir eu une carrière complète, c'est-à-dire 516 mois, en ayant cotisé au minimum 50 heures par mois. Bref, on voit qu'on fait clignoter quelque chose de sexy, et puis dans le détail, vous savez, comme dans les contrats d'assurance écrits en petit, en italique, en bas, il y a des dispositions qui vont rendre impossible. Donc, le Parti socialiste on a de l'esbrouf, voilà. Donc, vous prévoyez aussi de déposer une motion de censure à la fin des débats. La droite a elle aussi prévu de saisir le Conseil constitutionnel pour savoir si les conditions d'examen sont bien conformes. Est-ce que vous avez d'autres armes constitutionnelles pour continuer de bloquer justement ce projet de réforme? Est-ce que vous comptez utiliser autre chose? Encore une fois, je le redis, tous les moyens de l'opposition démocratique sont mobilisés. Les syndicats, les citoyens manifestent dans la rue, les parlementaires font jouer tous les leviers que le droit parlementaire prévoit, le droit d'amendement, le droit d'interpellation, la saisine du Conseil constitutionnel. L'objectif est de maintenir une pression politique et une pression citoyenne. Vous pensez que le gouvernement peut aujourd'hui changer d'avis? Non, moi je suis convaincu que le gouvernement ne changera rien, qu'il va probablement recourir au 49.3 parce que à la fin, quand on n'a plus d'autorité légitime, il reste l'autoritarisme. Et l'autoritarisme, c'est ça, c'est de dire j'ai raison tout seul. Le gouvernement devient autoritaire pour vous ? Il fait preuve d'une forme d'autoritarisme qui est de dire j'ai raison tout seul. C'est-à-dire que, y compris parce qu'il veut marquer un espace politique, on a bien vu le glissement à droite d'Emmanuel Macron, il y a cette idée de se dire qu'il faut que son bloc idéologique soit plutôt celui de la droite hier républicaine, en disant voilà, j'ai tenu bon sur cette réforme dont tout le monde perçoit bien qu'elle est en réalité une réforme de régression. Le Parti socialiste a proposé sa propre réforme des retraites le 15 janvier dernier. On en a très peu entendu parler. La voix du PS aujourd'hui porte moins que celle, par exemple, de la France insoumise dans ce débat. Pourquoi ? Vous avez raison. Parce qu'on s'est pris un piano sur la tête il y a 3 ans et qu'on s'en est pas encore totalement remis, qu'il faut avoir une forme d'humilité. Moi, je crois plus trop à l'appareil Parti socialiste. Je suis resté au PS par une sorte de fidélité. Mais donc vous comptez partir du Parti socialiste ? Non, je veux participer à la reconstruction d'autre chose. Je ne sais pas encore. On aura besoin... Vous voyez, en ce moment, il y a les élections municipales. Et je vois dans beaucoup de villes, la mienne notamment à Massy, qu'il y a des collectifs citoyens qui se sont créés, qui sont soutenus par le PS, par Europe Écologie Les Verts, par le PC, par la France Insoumise, et que ce n'est pas chacun de ces partis qui a pris le leadership. Donc on a à réinventer quelque chose en étant très très modeste. Si on s'est planté comme on s'est planté, c'est qu'on n'a pas été bon. Voilà, pour dans revenir le quinquennat simplement précédent, sur la réforme des retraites, donc cette contre-réforme propose notamment de fixer l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Comment on fait dans ce cas pour atteindre l'équilibre financier du système ? Mais d'abord, le Conseil d'orientation des retraites a confirmé qu'il n'y a pas de problème structurel d'équilibre des retraites. Des réformes ont été faites. On les a combattues dans le passé, mais elles sont là. Elles ont porté leurs fruits en termes d'équilibre financier. On a juste un déséquilibre ponctuel que le Conseil d'orientation des retraites a pointé. Et il y a des leviers, d'ailleurs, que la conférence de financement doit identifier. Moi, je vous en prends qu'un seul que je défends. La contribution au remboursement de la dette sociale qui est disponible à partir de 2024, vous savez, la fameuse CRDS. Une partie peut être mobilisée pour financer la réforme des retraites, ou en tout cas pour équilibrer temporairement, pas pour financer une réforme, mais pour équilibrer temporairement le régime. Et puis je plaide par ailleurs pour qu'une autre partie, 8 à 10 milliards, soit utilisée pour financer enfin une loi sur le grand âge et l'autonomie. Merci Jérôme Gage. Merci à vous. Merci beaucoup Manon Blangis. Et alors que le premier tour des élections municipales de la capitale, enfin dans toute l'Hexagone d'ailleurs, mais celle de la capitale approche très prochainement, l'affaire des vidéos pornographiques du candidat En Marche Benjamin Griveaux ont relancé la campagne. Et même si la maire sortante socialiste Anne Hidalgo conforte son avance dans les sondages, elle n'est toujours pas capable de rassembler les forces politiques de gauche. Hugo Franceschi. Bonjour Jérôme Gage. Pour vous, est-ce que aujourd'hui l'union de la gauche c'est une utopie ? Non. Non, au contraire, ce que j'évoquais il y a 2 minutes, je pense qu'avec beaucoup d'humilité, en sortant du j'ai raison tout seul, voilà, qui est la maladie infantile de la gauche, chacun pense dans son couloir que je suis écolo, j'ai raison tout seul, je suis socialiste, j'ai raison tout seul, etc. Et en sortant aussi du crétinisme présidentiel qui fait que dans le système institutionnel français, il y a l'élection présidentielle qui matrise toute la vie politique et donc il faut avoir chacun son candidat. Donc je pense qu'elle peut rebondir. Elle peut se créer, cette union de la gauche et des écologistes, mais en partant
l'élaboration programmatique, de regarder les points sur lesquels on est capable de travailler. Et les élections municipales, à cet égard, sont assez intéressantes parce que les gens travaillent entre eux. Oui, alors ils travaillent entre eux. Il y a malgré tout, si on prend l'exemple de Paris, Anne Hidalgo, elle est à sa liste. Certes, il y a une alliance entre le PS et le Parti communiste. En revanche, il n'y a pas d'alliance avec les écologistes. Il n'y a pas d'alliance avec la France insoumise. On ne peut pas parler d'union, Jérôme Gage. Alors d'abord, Paris n'est pas la France. J'ai beaucoup de sympathie pour Anne Hidalgo et pour cette liste. Mais moi, je vois ce qui se passe dans des dizaines et dans des dizaines de villes. Il y a eu ce sursaut, cette idée de se dire travaillons ensemble, sortons chacun de son propre couloir. Maintenant, vous m'interrogez sur Paris. C'est normal, chacune des formations politiques, parce que Paris va être très observé, très regardé, se dit que c'est une sorte de laboratoire et une sorte de test national. Why not? Pourquoi pas? Mais attention à ne pas jouer avec le feu. Et il faut que les fondamentaux demeurent. Vous prenez l'exemple de nos amis écolos. Ils ont participé à l'exécutif parisien pendant toute la mandature. Très sincèrement, ils ont réussi à gagner les cœurs et les esprits parce que ce qu'a mis en œuvre Anne Hidalgo correspond beaucoup à ce que les écolos demandaient par eux-mêmes. Ils décident à la fin de se compter. Pourquoi pas? Mais pour vous, c'est une trahison, ça? Non, encore une fois, c'est jamais une trahison. D'abord parce qu'il faut une campagne respectueuse. Ils ne sont pas à taper matin, midi et soir sur Anne Hidalgo. Mais ils auraient dû conserver leur soutien envers Anne Hidalgo. Ça aurait été la logique, ça aurait été loyal de faire ça? Il y a toujours une forme de cohérence à continuer à travailler avec ceux avec lesquels on a bien travaillé. Mais en même temps, c'est aussi légitime de se dire, mais le suffrage universel, c'est le juge de paix. Et si les Parisiens, demain matin, et d'ailleurs Anne Hidalgo l'a dit très clairement, si les Parisiens placent David Béliard en tête du premier tour, Anne Hidalgo proposera, et Emmanuel Grégoire proposeront aux écolos une fusion avec cette liste en respectant le suffrage universel et donc en étant derrière. Et donc on attend la réciprocité. On attend le fait que les écolos, dans le prolongement de ce qui s'est fait dans la période précédente, disent si on est deuxième ou si on est derrière, eh bien on ira naturellement se tourner vers Anne Hidalgo et pas céder aux sirènes de faire des alliances un peu contre nature avec Villani ou avec d'autres. Donc vous, Jérôme Gage, dites-moi si je trahis votre propos, vous dites que vous appelez les partis de gauche qui ne seraient pas sélectionnés pour le second tour à appeler à voter pour le parti de gauche qui lui pourrait potentiellement passer. C'est ça? Moi, c'est la Les partis de gauche appellent à voter pour d'autres partis de gauche. Quel que soit l'ordre. Si demain, je vous l'ai dit, les écolos sont devant ou la France insoumise est devant, à un moment donné, le juge de paix du premier tour, c'est ça, mais on ne fait pas des expérimentations hasardeuses qui consisteraient à renverser la table. A fortiori, je vous dis, après que les écolos aient participé à l'exécutif autour d'Anne Hidalgo et surtout que celle-ci soit vraiment une mère écolo à Paris, quoi. Pour vous, ça vient plus du côté des écologistes, le risque d'une alliance avec La République En Marche, plus que du côté des socialistes ou des insoumis? Aujourd'hui, je pense que la poussière retombe. Je disais tout à l'heure, on a pris un piano sur la tête en 2017. La poussière retombe. Et on peut le dire que la promesse initiale du macronisme, qui était du en même temps de gauche et en même temps de droite, qui était de marcher sur les deux jambes, en réalité, on boite sur une seule jambe, qui est une jambe respectable. La droite républicaine, c'est respectable. Mais ce n'était pas ce qui était promis initialement. Et donc, je pense que beaucoup d'électeurs authentiquement de gauche et qui ont voté Macron en y croyant doivent se sentir un petit peu trahis. On les voit reconsidérer leur vote et se dire qu'il faut revenir non pas au système ancien. Le monde ancien des partis, il est mort d'une certaine manière en 2017, mais réinventer quelque chose qui n'est pas cette imposture d'une confusion généralisée droite-gauche. Alors justement, là, tout à l'heure, vous évoquiez les élections municipales en dehors de Paris, et vous aviez raison de rappeler qu'ailleurs, c'est vrai, il y a des écologistes, des socialistes, des communistes qui s'allient dans d'autres villes. En revanche, il y a malgré tout une chose qui demeure, c'est au niveau national. Les partis, au niveau des instances nationales, refusent des alliances. Ça se fait pour les municipales parce que c'est du local. Oui, mais ils ont tort. Voilà, je veux dire, c'est pour ça que les municipales, pour moi, sont un bon laboratoire. L'année prochaine, il y a encore 2 tests très intéressants qui sont les élections départementales et régionales. Et ça, c'est le dernier rendez-vous avant les présidentielles. Si on fait comme avant, on aborde les présidentielles avec chacun son candidat, on sait ce qui va se passer. Au deuxième tour, il n'y aura aucun candidat de gauche ou écologiste. Donc soit il y a un programme commun et on travaille pendant 1 an et un an et demi à l'élaboration de ce projet commun, à un contrat de mandature. Mais c'est pas la première fois qu'il y a des meetings unitaires avec différents partis de gauche qui se font. Il y a ça depuis 2017 et pourtant ça ne crée jamais de convergence. Non mais là où vous avez raison, c'est que ça ne crée pas de convergence pour l'élection principale, qui est l'élection présidentielle et les élections législatives.
Si on n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé en 2017, c'est-à-dire qu'il y avait une candidature PS écolo, une candidature La France Insoumise, et qu'aucun de ces deux-là ne s'est qualifié pour le deuxième tour, donc s'il n'y a pas construction de convergence, ce qui suppose que chacun sorte de son égoïsme personnel, je le redis en disant, moi j'ai raison tout seul à gauche, personne n'a raison tout seul à gauche. Il faut accepter, la politique c'est l'art du compromis. Et donc il faut accepter de se mettre autour de la table, sortir des statures d'ego en disant, moi je veux être candidat à la présidentielle. Vous savez, en France, la présidentielle ça rend crétin. Voilà. Parce que tout le monde pense qu'il peut être président de la République. Moi je préfère que les idées et les programmes soient présidents de la République. Merci Jérôme Gage. Merci à vous. Merci beaucoup Hugo Franceschi. Et voici un scandale dont la FNSEA, je le rappelle, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, se serait bien passé à l'occasion du Salon de l'agriculture. C'est le fait que Mediapart ait révélé les salaires mirobolants des dirigeants de cette dernière fédération. Yanis Darras. Bonjour Jérôme Gage. La FNSEA, est-ce que c'est hypocrite d'avoir des salaires aussi hauts que ça, justement pour la FNSEA? Je vais vous dire quelque chose peut-être de contre-intuitif. Je pourrais crier avec le loup et tout le monde en disant c'est scandaleux, ils représentent des agriculteurs dont une partie d'entre eux ne gagnent pas en une année ce que gagnent certains des dirigeants de la FNSEA en un mois. Mais je trouve que ça participerait d'une forme de démagogie qui consisterait Vous ne trouvez à pas dire ça injuste que les dirigeants soient payés plus de 140 000 € par an? C'est forcément... ça heurte forcément la sensibilité de tous ceux qui sont des adhérents de la FNSEA. Et je sais qu'en disant ça, je ne vais pas me faire que des amis. Parce que moi, c'est par extension que j'applique les mêmes choses. Alors demain, on va dire, est-ce que vous trouvez normal qu'un président de la République gagne 12 ou 13 000 € ou qu'un Premier ministre ou qu'un... Voilà. Il y a des niveaux de responsabilité où des rémunérations sont légitimes. Alors après, la FNSEA, moi je l'inviterai à faire comme d'autres organisations, à plafonner ces niveaux de rémunération, à dire, voilà, il ne peut pas y avoir un écart entre 1 à 10, entre la plus faible rémunération et la plus importante des rémunérations. Quel plafond faudrait mettre en place au sein de la FNSEA? Alors je ne sais pas si c'est au sein de la FNSEA, mais moi je suis très sensible au plafond de 1 à 20 dans toutes les organisations. Dans les entreprises publiques et privées, c'est déjà le cas dans les entreprises publiques, de dire qu'il ne peut pas y avoir un écart supérieur de 1 à 20 entre le plus petit salaire et le salaire le plus important. Vous voyez qu'en appliquant cette règle, déjà s'il était appliqué, parce que quand on dit ça, personne ne s'offusque des salaires gigantesques de certains salariés, pas investisseurs, de grandes entreprises privées qui émargent à plusieurs millions d'euros dans des entreprises privées, alors que je sais pas, les caissières des groupes de supermarchés, elles gagnent bien moins. Personne ne s'offusque de ça. Donc moi, je préférais qu'on mette partout une règle de plafonnement, c'est-à-dire entre le plus grand salaire et le plus petit salaire, il y a un écart. Le 1 à 20 qui est dans la fonction publique aujourd'hui me paraît pertinent. On peut peut-être aller plus loin. Mais après, on n'échappera jamais au réflexe un peu démagogique qui est de dire il y a des élites qui sont toujours trop payées. Je dis qu'il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, voilà. La FNSEA, est-ce qu'elle est trop déconnectée de la réalité? Est-ce que les dirigeants sont trop déconnectés avec un salaire quand même qui atteint parfois 14 000 € par mois? C'est plus qu'un ministre, par exemple, alors que les responsabilités ne sont certes pas les mêmes, mais tout autant, voire plus importantes pour un ministre. Vous voyez bien, c'est tellement plus facile de vous dire oui, vous avez raison, c'est scandaleux. Alors après, on fait quoi? Moi, le salaire, il doit être au niveau de la compétence. Si on estime que des gens, pour venir travailler par rapport à une offre qu'ils pourraient avoir ailleurs dans le privé, doivent être payés à ce niveau-là, alors pourquoi pas? Et je vous dis encore une fois, c'est très contre-intuitif de dire ça. Mais si on est dans quelque chose d'un peu démago qui de dire c'est trop, alors à partir de combien c'est raisonnable? C'est à 5 000, c'est à 6 000, c'est à 7 000 €. Est-ce qu'il faut donc plafonner les salaires? Est-ce que... voilà, moi je dis qu'il faut faire attention. Alors bien sûr, il faut sanctionner les abus, il faut s'assurer qu'en face, il y a des résultats. Mais donc, je ne crie pas avec les loups. Il n'y a pas eu d'abus au sein de la FNSEA. Forcément, c'est maladroit. Forcément, si c'est révélé, ça veut dire que... Moi, je suis pour la transparence. Mais la transparence totale, elle aboutit à rendre les gens un peu très vulnérables. Donc, je ne crie pas avec les loups sur un sujet pareil. Voilà. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit s'en mêler, justement, doit permettre aux syndicats de fixer des plafonds? Est-ce que c'est un acte que le gouvernement doit faire? Après, je veux dire, la régulation, elle est interne. On a eu les mêmes types de problématiques dans les syndicats de salariés.
à la CGT, à Force ouvrière, etc. On a dit qu'il y avait des avantages indus de tel ou tel dirigeant qui étaient faits. Il y a eu des sanctions qui ont pu être prises. Encore là, c'était pour les élus. Donc là, c'est la régulation. Il ne faut jamais oublier que les instances dirigeantes de la FNSEA, comme de n'importe quel autre syndicat, elles sont élues par les adhérents eux-mêmes. Et donc si demain, au sein de la FNSEA, quelqu'un fait campagne en disant « je suis candidat au poste de président de la FNSEA et je m'engage à ce que les salaires soient plafonnés », eh ben il sera... Voilà, c'est les adhérents eux-mêmes qui doivent décider. C'est l'initiative qui doit venir directement d'un des dirigeants de écoutez, FNSEA. Vous y croyez, vous, à cette initiative? Ce serait inquiétant que la puissance publique vienne se mêler de sujets internes à une organisation souveraine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Jérôme Gage. Merci beaucoup Yanis Darras. Merci beaucoup Jérôme Gage d'avoir été sur notre plateau ce matin, qui est, je le rappelle, dans le hall 4 de ce salon d'agriculture Porte de Versailles. Si d'ailleurs vous faites partie ou vous allez venir dans ce salon durant le week-end, venez nous voir dans le hall 4. Vous pourrez assister bien sûr à toutes les émissions, voir nos invités, et puis vous pourrez également peut-être croiser dans les allées Thomas Quinquis qui, je le rappelle, déjà ce matin a mangé du caramel beurre salé, puis ensuite il a mangé une crêpe avec énormément de fromage dedans. Il est parti ensuite dans le hall 5 pour aller voir du côté de la Réunion, où il a fait un petit tour avec des huiles essentielles. Il a mangé ensuite des gâteaux, il a fait du smoothie-clette comme il l'avait appelé, avec son petit smoothie. Il a fait du sport et il fait tout. Thomas Quinquis d'ailleurs qu'on va retrouver dans un instant. N'oubliez pas de réagir à l'émission sur les réseaux sociaux, notamment sur Fréquence ESJ sur lequel on est en live avec vos commentaires. Un seul hashtag pour cela, et c'est le hashtag siècle vert. Merci encore Jérôme Gage d'avoir été avec nous, et normalement Thomas Quinquis est en ligne, je crois bien. Oui, Thomas. Effectivement, Thomas est en ligne. Bonjour Thomas. Dans le hall 4, je suis au niveau du stand du jeu vidéo Farming Simulator. J'ai à ma gauche Nicolas. Vous êtes animateur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quel est le principe de ce jeu? Alors Farming Simulator, c'est un jeu vidéo sur toutes les consoles et PC. C'est un jeu vidéo d'exploitation agricole, accessible aux plus jeunes, donc dès 3 ans. Vous avez un panel de marques, dont Class, Fenn, qui sont représentées, et qui est assez sympa et très réaliste. Alors du coup, c'est quoi le but du jeu? Comment on fait pour gagner des points? Le but, en fait, c'est de gérer son exploitation, gérer ses fonds, et d'élargir également son exploitation. Et voilà. D'accord. Bah écoutez, merci Nicolas de nous avoir expliqué. Nous, on va faire une petite démonstration avec Théo Grévin, que vous avez vu un petit peu plus tôt dans l'émission. Alors Théo, vous jouez à ce jeu depuis un bout de temps, il me semble, hein. Vous êtes un petit peu expert. Est-ce que vous pouvez me dire, alors là, qu'est-ce que vous faites? Là, je suis en train de moissonner, vous voyez. Et en fait, ce qui est super avec ce jeu, c'est qu'on peut voir, c'est fait à la perfection. Je vais vous montrer l'intérieur de ma cabine. Très réaliste, regardez. Donc avec des marques. Et là, on peut voir tous les panneaux, tout ça. Et donc ensuite, on moissonne. Voilà. Et on peut même engager un ouvrier. Voilà, pour les feignants, c'est pas mal aussi comme tactique. Alors comment ça se passe au tout début des jeux? Vous commencez avec quoi? Vous n'avez aucune exploitation, il faut tout créer vous-même? Voilà, il faut tout créer vous-même. Ce genre de moissonneuse, ça arrive que vers la fin, ça coûte extrêmement cher. Et donc, vous créez votre ferme, votre exploitation. C'est vraiment super réaliste. Les prix sont quasiment les mêmes. Soit pour une moissonneuse comme ça coûte très très cher, des milliers d'euros. Et donc voilà, c'est très réaliste et c'est ce qu'on aime dans ce jeu. D'accord. Eh ben, écoutez, merci Théo Grévin. Je remercie aussi Mathilde Couvillère-Fornoy qui était à la caméra. Je vous rends la parole Thomas. Et si vous voulez venir jouer à Farming Simulator, c'est dans le hall 4. N'hésitez pas, il y a plein de petites plateformes. Vous pouvez vous installer, vous pouvez jouer des heures. Et je pense que Théo reviendra cet après-midi pour jouer toute la journée et voire la nuit. Je pense qu'il y restera cette nuit après la fermeture. Aucun problème. Merci Thomas. Bien sûr, si vous êtes dans le salon, vous pouvez aller faire un tour du côté du stand Farming Simulator, qui n'est vraiment pas loin en plus de notre plateau, qui est lui sur le stand Siècle Vert. On est avec Yanis Mehdi, qui a ramené sur le plateau Jérôme Leroy, qui est le fondateur de Winat.
Yanis. Winat, donc une société de capteurs agro-météo pour suivre en temps réel les conditions météorologiques et agronomiques. Alors Jérôme, comment ça marche? Alors nous avons créé depuis maintenant 5 ans un réseau de capteurs qui se compte au nombre de 5 capteurs qui vont permettre à l'agriculteur de mesurer la pluviométrie, l'hygrométrie, la température, la vitesse du vent, l'humidité du sol, de simuler aussi les risques de gel avec le petit capteur qu'on a devant qui va détecter les capteurs de gel, les risques de gel. Toutes ces données vont remonter sur une plateforme qui va renvoyer les données toutes les 15 minutes et qui va permettre aux viticulteurs, aux agriculteurs, aux arboriculteurs de recevoir des alertes et ainsi optimiser leur date de semis, leur date de récolte, la quantité d'eau à apporter à leur culture et d'anticiper tous les risques climatiques et sanitaires sur les parcelles. Et l'appareil est connecté à un réseau local de météo connecté. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, un réseau local de météo connecté, ça va permettre de connecter 20 agriculteurs, 30 agriculteurs, 40 agriculteurs sur un même territoire ensemble et leur permettre de partager des données ou à l'un agriculteur qui va être à 10 km de sa parcelle de pouvoir utiliser et voir le capteur de son voisin et ainsi pouvoir intervenir sur la parcelle qui est proche de celle de son voisin sans avoir à investir dans le matériel. D'accord, donc c'est vraiment un réseau local. Et j'ai vu qu'il était aussi possible de protéger sa récolte ou même d'anticiper les maladies des champs. Alors, comment? Alors exactement, les données d'humidité, de température, de luminosité sont des critères extrêmement importants pour prendre en compte, qu'il faut prendre en compte pour simuler des maladies. Et en fait, on va détecter grâce à ces données, grâce à des modèles, on va permettre à l'agriculteur de comprendre à 48 heures, à 4 jours ou à 10 jours quels sont les risques de développement d'une telle maladie et comment la protéger et dans quelles conditions météorologiques pouvoir la protéger au mieux. D'accord, je comprends mieux même moi. Donc en termes d'économie, on parle de gain de temps évidemment, mais aussi d'économie d'eau avec l'irrigation des champs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors exactement, on a depuis maintenant 5 ans une quinzaine, on va dire, de régions dans lesquelles on équipe des agriculteurs en système d'irrigation. Et on a des exemples concrets où des agriculteurs peuvent gagner entre 20 et 30% de la consommation annuelle d'eau pour irriguer des champs de maïs notamment, grâce à des données de capteurs qui sont dans le sol, un peu comme celui-là, avec une sonde d'humidité dans le sol qui va permettre à l'agriculteur tous les jours, à toute heure, de savoir quel est le niveau de stress de sa culture et ainsi apporter la juste quantité d'eau pour ne pas gaspiller. D'accord, ah oui, c'est des quantités non négligeables, on parle vraiment d'énormes quantités. Et concernant enfin le prix, on tourne autour de combien? Alors un capteur météo qui va mesurer une station météo, ça va coûter environ 500 €. Et ensuite, un capteur additionnel comme ce capteur gel va coûter 340 €. Et ensuite, on va prendre un abonnement, on va proposer un abonnement annuel à 140 € l'année, qui est un abonnement de base sur lequel on rajoute ensuite des options. Quand on souhaite protéger une culture comme le blé, on va rajouter une option sur la maladie sur le blé ou sur la maladie sur vigne, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Jérôme Leroy. Merci beaucoup Yanis Mehdi. Et puis chaque jour, voilà, dans sa chronique Comment ça marche, on découvre de nouvelles choses qui sont les alliés des agriculteurs, cela pour le futur. Merci beaucoup. Et on approche de la fin déjà de notre émission, mais avant ça, comme chaque jour, Thomas Lavigne va nous présenter tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit aller voir sur le salon dans l'après-midi. Alors depuis le début du salon, on mange, c'est vrai, on mange même très bien et beaucoup, mais Thomas, je suis pas sûr que vous ayez pensé à faire un peu de sport, je me trompe? Non, j'ai pas eu le temps là. Alors je vous propose donc d'aller garder la forme et de participer à une séance géante de fitness au pavillon 1, tenue par Vincent Vieck, qui vous attend nombreux pour éliminer toutes les calories accumulées au fil de vos allées dans le salon. Voilà, donc pavillon 1 pour ce rendez-vous. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais le sport, ça peut faire énormément de bien, surtout avec la quantité qu'on peut manger ici. Et donc, c'est le pavillon 1 pour la séance de fitness. Maintenant, vous allez nous parler un petit peu de poisson. Alors, poisson et négociation, ça rime, mais a priori, ça n'a pas grand-chose à voir. Cependant, c'est bien ce que vous allez pouvoir faire à la criée au pavillon 3 à partir de 17 h. Place donc à la négociation de poissons pêchés dans l'océan Atlantique avec des pêcheurs bretons. Les bénéfices des ventes seront reversés à la Société nationale de sauvetage en mer. Je vous attends donc là-bas, Thomas, de pied ferme, pour pouvoir voir vos talents de fin négociateur, que je ne remets pas en doute. Vous pouvez compter sur moi. Au niveau des négociations, ça va. Je ne fais pas. Et côté concours général agricole, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? Alors, je vous donne rendez-vous à 12h30 au pavillon 1 pour le trophée du meilleur pointeur de race charolaise. Comme son nom l'indique, de jeunes professionnels détermineront qui des participants est le meilleur juge d'un animal dans une espèce donnée, suivi à 14h30 de l'élection du plus beau mouton race boulonnais
particulièrement reconnaissable grâce à sa grande taille. On retourne donc au pavillon 1 pour voir cela. Et puis ne vous faites pas de machin, un road trip, des dégustations du jour vous attend ensuite. Alors je suis sûr que votre ventre commence à gargouiller, Thomas, car on approche midi. On approche midi, il est 57 déjà. Attendez juste que je vous dise quoi faire et vous pourrez courir dans les allées du salon. Un petit peu de patience. Passez par le pavillon 4, goûter les spécialités drômoises et ses ravioles et autres pintado, accompagné d'une petite bière que vous aurez trouvée en chemin. Toujours avec modération bien sûr, on le rappelle. Pour le dessert, je vous propose un Queen Amman breton que vous pourrez déguster au pavillon 3. Et si vous avez encore faim après ça, venez me voir, on trouvera quelque chose, mais franchement, ça m'étonnerait. Ouais, non, je pense que je serai déjà bien rempli à ce moment-là. Merci beaucoup Thomas Lavigne. Et la 4e émission de À Travers Champs touche déjà à sa fin. C'était un plaisir d'être en votre compagnie entre 10h et midi aujourd'hui. On se donne bien entendu rendez-vous demain pour À Travers Champs avec encore une fois des invités et puis toutes les chroniques et des duplex. Et on va apprendre encore de nombreuses choses et puis découvrir 2 régions à nouveau, dont une Outre-mer où on a commencé on a commencé la lignée aujourd'hui avec la Réunion. Je remercie toutes les personnes qui sont en plateau, Yanis Mehdi, je remercie Thomas Lavigne également et je remercie Jérôme Leroy. En attendant, vous pourrez retrouver cette émission si vous l'avez pris en cours ou si vous voulez la revisionner sur le Facebook de Fréquence ESJ. Et vous pourrez également voir l'émission de ce soir, l'agriculture en question, qui est présentée par Hugo Franceschi avec ses 4 débatteurs pour 4 questions. Je vous remercie d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain. Merci.